50, 60, ça arrivait même plus de 100 attentats dans la nuit sur toute la Corse, toi. Tu mettais 20 kilos d'ammonitrate arrosé avec du fioul, c'était comme si tu mettais 4 ou 5 kilos d'explosifs. On rentrait, on braquait, on neutralisait les gens, on les attachait, on les mettait à l'abri. On faisait tout sauter pendant qu'ils étaient en sécurité, tu vois. Sur une villa, ils étaient deux, la charge, je sais pas, il a fait un faux contact électrique sur une bouteille de gaz, ça a pété, il est mort sur le coup et son ami a été blessé, tu vois. J'ai braqué le musée de la Vieille Charité pour voler 3 Picasso. Ça, c'est pas bien. Les œuvres d'art, c'est pas bien. Ah, mais mondial, le coup était donné. Aujourd'hui, dans l'ombre, je reçois Michel Luciani. Alors, Michel, merci d'être venu. Avec Michel, on va parler Corse, banditisme évidemment, braquage, on va parler FLNC parce qu'il a mis la cagoule de toutes les couleurs, hein, la cagoule politique, la cagoule de voyous. Merci Michel d'être avec nous. Bah, c'est moi qui te remercie pour l'invitation. On va commencer ton parcours. Toi, Michel, tu as grandi en région parisienne et à 16 ans, Je suis rentré en Corse pour mes 16 ans, au village, directement, à la plaine de Cutoli. tu connais quoi à la Corse à l'époque là? Rien. Pas grand-chose, j'y venais depuis quelques années, mais tous les étés, j'y étais plusieurs fois par an. Mais bon, je n'avais jamais vécu. J'y suis resté définitivement pour mes 16 ans. Donc tu t'installes là-bas, bon, tu vis ta petite vie, puis un jour tu te retrouves quand même, tu fais quelques conneries parce que tu te retrouves à la prison de Bastia assez rapidement quand même. Non, prison d'Ajaccio. Oh putain, Non, tu vois, ça commence mal. La prison d'Ajaccio? Non, la prison d'Ajaccio au Ouais. départ, pendant 3 semaines. Pour un Oui, truc... Un truc totalement bidon, une connerie de jeune en voiture. Je venais d'avoir 18 ans, j'avais une voiture, on n'avait pas de sous, on allait voler les pneus, l'essence, pour pouvoir rouler tout l'été. Oui, même pas un truc Voilà. de voyou. Jusqu'à Non. tes 18 ans, t'es Voilà, pas et délinquant, puis, t'es rien. Bon, voilà. Non, pas du tout t'es dans juste un jeune... des trucs de délinquance bidon, là, de petits jeunes, tu vois. Ouais. Et puis je me fais une garde à vue pour 4 pneus, une garde à vue très musclée avec les gendarmes de Pietrozelle qui me démontent totalement. Pardon, c'est pas drôle, mais... Sur le moment, j'ai pas rigolé. Mais j'étais bien démonté. Du coup, le juge, quand il a vu mon état physique, il m'a fait écrouer 3 semaines. Ouais, le temps d'effacer le les temps stigmates d'effacer les traces de la bastonnade. de la bastonnade. Et à cette occasion, pendant ce petit séjour en prison, j'ai rencontré un jeune nationaliste qui était rentré un soir de manif parce que la manif avait dégénéré. Ils l'ont mis dans ma cellule, on a parlé toute la nuit. Ses 2 potes, ils étaient la cellule à côté, mais bon, ils ont été libérés le lendemain matin. C'était juste Ah ouais, t'as passé la nuit voilà, avec j'ai eux. passé la nuit, puis je m'intéressais à la chose, au truc, au mouvement, mais sans bien m'y connaître au départ. Et Ouais. lui, il m'a expliqué les tenants, les aboutissants. On a passé toute la nuit à discuter. Et puis, on a prévu de se revoir quelques jours après, parce que eux, ils sont sortis le lendemain, et moi, je devais sortir Ouais, dans pas la très foulée. longtemps après, dans la foulée. On s'est revus, on s'est pas mal fréquentés, on a commencé à... Et j'ai commencé dans Comme jeune le militant. mouvement public, disons, on faisait les affichages la nuit, les bombages, tu vois. Alors les vieux, ils faisaient des affiches pour l'UPC, et nous, on bombait FLNC par terre. Alors, là, on va s'arrêter parce qu'il faut quand même qu'on explique un petit peu ce que c'est que ces histoires de nationalisme corse. À partir des années 70, il y a des gens qui prônent, en gros, l'autonomie ou l'indépendance Voilà. de l'île. Et en 73, il y a eu un premier mouvement clandestin qui a été créé, qui est le FPCL, après qu'un deuxième, Justitia Paolini, qui finalement se sont regroupés et puis qui, au final, ont formé le FLNC en 76, Alors, ça veut dire quoi? Front de Libération Nationale de la Corse. Ok, donc c'est les cagoulés, les Voilà. armes dans le maquis, on fait Voilà, péter les c'était, trucs. à voilà. l'époque, c'était ça. C'était, comment dire, assez artisanal à l'époque. C'était pas ce que c'est devenu des années après. Mais bon, au début, c'était comme ça. C'était en 76, la création, le 5 mai 76, la création du FLNC, l'année où je suis rentré en Corse. Ouais, Et quand tu avais 16 ans, là. donc, ouais. un attentat qui m'a marqué, c'est qu'ils avaient fait sauter le relais de télévision pendant l'été. On est resté sans télé, mais bon, on s'en foutait parce qu'on ne regardait pas la télé. T'allais à la Donc plage. ça ne nous a pas tellement marqué, ce coup-là. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser. Il y avait eu les événements d'Aléria avec... Oui, à avec Aléria, ils avaient... Edmond Siméon, la prise d'otage dans la cave viticole. Les ça gendarmes avait tués, dégénéré, les tout ça, gendarmes ouais. tués, tu vois. Et puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser, mais sans bien m'y connaître là-dedans. Quand j'ai connu ce jeune dans la prison, après, Ouais. je te dis, on s'est tous fréquentés. Là, tu as fait ton éducation politique. Et ça a commencé comme ça. Mais ça s'est arrêté très vite parce que c'est l'été 79 où ça faisait à peu près 7-8 mois qu'on se fréquentait. Il y en avait certains qui étaient déjà des militants du FLNC, qui allaient commettre des petits attentats sur Ajaccio. Moi, je n'avais pas encore participé avec eux, mais bon,
Ça allait se faire. Puis, je suis parti à l'armée. Alors, l'armée, tu vas. Voilà, à l'armée, c'était obligatoire à l'époque, le service militaire. Moi, j'ai choisi d'aller dans les paras, à Mont-de-Marsan. Dans le sud de la Donc, France. ça a coupé un peu les ponts. Et puis, une semaine après mon départ à l'armée, tous mes amis, ils ont été arrêtés. Ils sont montés tous à Paris devant la Cour de sûreté de l'État pour les attentats qu'ils avaient commis. Et moi, j'ai échappé à cette rafle parce que j'étais à l'armée. Voilà, j'étais donc. L'armée, c'est pas tellement que ça nous intéresse en soi. Non. C'est que à l'armée, tu es d'un seul coup. Qu'est-ce qui t'a pris? Alors, on va aller vite. Tu as été faire un braco. J'étais à Mont-de-Marsan, et puis le matin, c'était un régiment qui était un régiment para, axé sur le sport. On courait beaucoup dans les villages alentours. Et moi, je voyais plein de petites postes, de trucs qui pouvaient être intéressants. Et je me suis dit, quand je reviens en perme, la première perme, je reviens avec ma voiture et un calibre, et tout ce qu'il faut. Et je me suis dit, je vais en taper une pour voir si je suis capable. Oui, non, mais alors déjà, comment ça? Parce que toi, tu fais pas le voyou. Tu as grandi en Corse, ça veut pas dire que tu vas faire le voyou. J'avais fait que des petits trucs de non, tu as volé des pneus jusque-là. Voilà. Pourquoi, d'un seul coup, tu as envie d'aller braquer une poste? J'ai voulu me tester pour voir si j'étais capable. Tu aurais pu te tester, savoir si tu pouvais grimper la montagne ou pas. Tu n'es pas obligé d'aller attaquer une poste. Ça m'avait toujours plu, tu vois. En plus, je venais de lire le livre de Messrine, tu vois, L'Instinct de mort. Je me disais, putain, ce mec, il braque, c'est facile. Donc, j'ai dit, pourquoi pas? J'ai voulu me tester. Et la première permission, je suis revenu avec ma voiture que j'avais, plus une voiture, je te dis pas, reconnaissable avec un drapeau corse au milieu du capot. Et donc, tu as été quand même taper cette poste avec cette voiture? Je n'ai pas été avec la voiture directe, je l'ai laissé quand même garer 2 ou 3 rues derrière. Mais bon. Belle précaution. Voilà, je me suis mis. J'ai fait ce qu'il fallait pour pas qu'on me. Bon, j'étais dans les paras, j'avais le crâne rasé, mais j'avais pris une perruque et une cagoule par-dessus pour qu'on voie que j'avais des cheveux en dessous de la perruque, tu vois. Et j'ai fait cette petite. Le calibre, il sortait d'où? Je l'ai ramené de Corse. En Corse, bon, c'était assez facile de s'en procurer des armes quand même. Ça traînait beaucoup? C'était facile. Tu demandais à des potes, trouve-moi un calibre, tu le payais pas trop cher à l'époque. Donc j'avais ramené mon petit calibre. Puis j'ai tapé ce poste-là. Non mais alors attends, avant de la taper, tu as établi un plan, tu t'es dit qu'est-ce que je vais raconter au lait main, peau de lapin, je rentre comment? Tu as regardé des films que tu... Ouais, j'avais vu dans des films, dans des bouquins, je ne savais pas comment faire en vérité, mais bon... J'ai fait de la manière basique, je suis rentré avec mon calibre à la main. En plus, les postes à l'époque, c'était comme des épiceries. C'était une porte en bois, un guichet en bois. Il y avait le coffre-fort, il était derrière. Il n'y avait pas de guichet blindé. Le coffre, il était derrière le comptoir, il était ouvert. Donc, je suis rentré, j'avais un sac... Presque une provocation. Voilà, une provocation, ils m'ont provoqué. J'avais un sac en plastique, je suis rentré, j'ai braqué, comme ça, j'ai montré le calibre, j'ai dit, donne-moi, remplis-moi le sac. Ça n'a pas discuté. Et en plus, c'était un seul employé. Il n'y avait personne dans la poste. Il n'y avait pas de client. Il y avait un seul employé derrière le comptoir en bois. Ça a duré, je ne sais pas moi, même pas une minute. J'ai pris, il m'a rempli le sac. Je suis parti. J'ai fait les 2 ruelles derrière. J'avais garé ma voiture et je suis parti. J'ai enlevé. Personne ne m'a vu. J'ai eu de la chance parce que c'était un truc débile. En plus, à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, avant les années 80, le braquage, c'était marqué sur le code pénal, c'était condamné à mort. Ouais, perpète, à mort, les peines à 2 chiffres. Quoi. Moi, j'ai fait ça comme un débile avec ma propre voiture. Et c'est pas tu me dis ça aujourd'hui, c'était un truc de kamikaze, c'était débile. Mais ça a marché. Ça a marché. Combien t'as pris? À l'époque, c'était, je crois, 50 000 francs. 7 500 euros. Voilà, à l'époque. Oui, ça faisait plus. 50 000 francs, le SMIC, il était à... Le SMIC, il était à 1800 francs, je crois. Donc ça faisait 30 ou 40 fois le SMIC. Comme ça a marché, et quelques jours après, j'en ai fait une deuxième. Ça a marché pareil, exactement de la même manière avec ma voiture toujours garée 3 rues derrière. Tu t'es dit, j'ai trouvé ma voie. Non, j'ai pas trouvé, mais je me suis dit, c'est facile. Je me suis dit, c'est vraiment facile. Donc ça, c'était pour les permissions, tu continuais d'être à l'armée. Tu t'appelles le week-end. J'étais à l'armée, bon, j'ai pas dit un mot à mes potes de l'armée, parce que... J'imagine bien, ouais. J'ai été échaudé parce que j'avais des balles de calibre dans le coffre de la voiture, dans un sac. Heureusement qu'ils n'ont pas trouvé le calibre, parce que le calibre était derrière la console de mon poste, bien fermé, qui était vissé et tout. De l'autoradio. Ouais. En passant le poste, parce que j'avais une autorisation pour rentrer la voiture dans la caserne, avec un badge. Mais le jour où j'ai voulu repartir avec ma voiture pour partir en perme, j'avais mis plein de trucs dans la voiture. Je voulais embarquer des treillis, j'avais pris une dizaine de petits treillis. Tu volais des trucs, quoi. Ouais. J'avais chargé le coffre et je me suis fait balancer. Au poste de contrôle de la sortie de caserne, ils m'ont dit on va fouiller la voiture. Et comme ils m'ont trouvé les balles de 9 mm que j'avais fauchées lors d'un stage de tir à Kélus, parce que j'étais tireur PM, dans le stage de tir. Pistolet mitrailleur. Pistolet mitrailleur de l'armée française, là, les MAT 49. Et au lieu de charger les chargeurs avec 20 balles, moi j'en mettais 15. Ce qui fait que chaque chargeur, j'en gardais 5 pour moi.
Comme j'avais un 9 mm, Ça tombait je bien. faisais ma provision. Et puis dans la voiture, j'avais peut-être 150 ou 200 balles de 9 mm Ah ouais. dans le sac, sous des vêtements. Pas. Mais quand ils ont fouillé, ils ont trouvé ça. Du coup, ils m'ont bloqué. Je me suis fait des arrêts de rigueur, tu vois. Puis bon, après, du coup, j'avais réussi à être nommé caporal. J'ai été dégradé le soir même à cause de ça. J'étais jusqu'à la fin de l'armée. À la fin, comme j'avais le permis de conduire avant d'être à l'armée, moi, que je conduisais pas mal, il m'avait mis chauffeur du capitaine pour les derniers mois qui me restaient à Bon, faire. ouais, donc tu t'en es bien tiré à la fin. Donc je m'en suis bien sorti. Et puis j'ai quitté l'armée le 31 mars Quelle année? de 1980. Alors là-dessus, tu rentres en Corse, au pays. 2-3 mois avant, j'étais encore sans permission pour le mois de janvier 80, pile à l'époque des événements de Bastelica-Fèche, où il y avait eu... Ah, faut expliquer un petit peu. Bon, voilà, il y avait eu un commando anti-autonomiste qui avait prévu de tuer un dirigeant nationaliste dans un village à Bastelica. Oui, parce qu'à l'époque, l'État français L'État s'était français mis en envoyait tête. des barbouzes. Voilà, c'était mis en tête d'aller flinguer les nationalistes, donc prendre des voyous Voilà. ou des barbouzards, Des enfin des barbouzes, mecs, non, voilà, carrément, c'était espèce le de mercenaires. chef de la sécurité civile, le mec. Voilà. Hein, c'était Et pour aller flinguer, voilà, hors cadre légal. Il voulait flinguer Marcel Lorenzoni, qui voilà. était un autonomiste, un nationaliste très connu. Puis bon, l'affaire avait été éventée, ils avaient un infiltré chez eux qui a prévenu Marcel. Du coup, les 3 mecs qui montaient pour le tuer ont été interceptés sur la route de Bastelica, en arrivant au village. Le mouvement autonomiste et nationaliste, ils ont voulu faire une conférence de presse pour dénoncer les manœuvres de l'État. Et l'État, ils n'ont pas accepté la conférence de presse. Au lieu de ça, ils ont envoyé les blindés, l'armée. Puis ça a dégénéré, ça s'est fini en prise d'otage. Les mecs, ils ont réussi à partir du village de Bastelica et descendre jusqu'à Ajaccio. Ils se sont enfermés dans un hôtel de la rue Fèche, l'hôtel Fèche. Et ça a négocié pendant 2-3 jours avec le GIGN, parce qu'ils faisaient croire qu'ils avaient des otages dans l'hôtel. En vérité, il n'y avait pas d'otages. C'était que le groupe de nationalistes avec les amis qui étaient là, mais ce n'était pas des otages. Donc toi, quand tu sors de l'armée, t'es en plein J'étais en perme. Ah ouais. Et puis je suis reparti après ça. Je suis reparti, je n'ai pas participé, hein, j'étais spectateur, j'étais dans la foule autour de l'hôtel en soutien, tu vois, comme les milliers de personnes qui venaient soutenir la cause. La cause. Ma permission finie, je suis rentré, j'ai fini comme chauffeur du capitaine, comme je t'ai dit, puis j'ai fini l'armée le 31 mars et je suis rentré en Corse. Remonté. Non, pas bien remonté, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire encore. Braquage, ça m'avait réussi, puisque j'avais réussi mes trucs, mais j'étais entre les deux... Ouais. Entre les deux possibilités, tu vois. Entre le nationalisme et le banditisme, et puis mon cœur a balancé côté nationaliste. Bon. Voilà. Donc là, tu réintègres le FLNC. Alors là, en revanche... Je ne l'ai pas réintégré, parce que je l'intègre au bout de quelques mois. Par hasard, j'ai travaillé dans un bar, dans le seul bar nationaliste qu'il y avait à l'époque à Ajaccio, le pub, où tous les nationalistes de Corse venaient, parce qu'il y avait très peu d'endroits sur Ajaccio. Donc tous les nationalistes, quand ils passaient par Ajaccio, ils s'arrêtaient à ce bar-là. Donc tous ceux de la région, ils venaient. Donc on était tous amis. Et certains étaient des militants, d'autres non. Tu vois, il y avait des sympathisants à la cause, il y avait des nationalistes publics, et il y avait des clandestins qui venaient. On s'est retrouvés, puis j'ai intégré une équipe du FLNC du secteur d'Ajaccio, tu vois. Mais à l'époque, c'était une petite structure qui dépendait du secteur de Gravone. On était 5 ou 6. Et on faisait des attentats... plus symbolique que... Il y avait des dégâts, mais pas de victimes. C'était que, toi, il faisait péter des voitures. Des voitures, des appartements, des portes d'appartements, des vitrines, des façades de banques, des administrations, les voitures de la poste, des enseignants, parce qu'il y avait pas mal de... la lutte contre les enseignants... Oui, du continent qui était nommé sur l'île, etc. Parce qu'on réclamait, une des causes du mouvement aussi, c'était la corcisation des emplois, que des enseignants qui sortaient qui finissaient leurs études, qui voulaient être en Corse pour travailler, ils s'étaient mutés systématiquement sur le continent, alors qu'en Corse, on recevait que des enseignants qui venaient de France. Oui, c'était pas très logique. Donc, on les faisait sauter pour qu'ils partent et que ce soit les autres qui viennent à leur place. Qu'est-ce qui te pousse au début à rentrer dans la clandestinité? Parce que là, c'est la version cagoularde, mettre les charges la nuit. C'est quoi? C'est l'adrénaline? C'est comme le braquage? Qu'est-ce que tu cherches entre les deux. L'action, l'adrénaline et puis la cause. Ouais, j'y croyais. Ouais, on y croyait tous, vraiment. On y allait avec le cœur. Quand tu es rentré, comment ça s'est passé le jour où tu es rentré au FNC? T'ont fait un petit truc Non, comme ça. Juste. T'ont dit viens mardi, avec un mec. Cagoule. Avec un mec. On n'a même pas fait de réunion. Oui, t'as intégré comme ça. Un chef de groupe, tu vois. On dit bon, voilà. On a un nouveau. Voilà, on va faire des attentats.
Toi, tu vas faire ces trois-là, toi, tu vas faire ces trois-là, toi, tu vas faire ces deux-là, ainsi de suite, dans notre groupe, toi. Et on partait chacun on récupérait les charges explosives, toi, qui nous distribuaient au départ, toi. Ils nous filaient nos charges et puis on les posait à droite, à gauche, suivant les cibles qu'on Déterminé avait avant, hein. déterminées, toi, suivant ce qu'on faisait. Pour comprendre, parce que le FLNC, donc c'est une organisation clandestine, Voilà. terroriste aux yeux de l'État français. Non, pas terroriste. Terroriste, le mot, il est venu après le mot terrorisme. Oui, bon. Il est venu bien après. Clandestine et armée, en tout cas, Voilà. c'est la branche armée du Voilà. N'oublie nationalisme pas que corse. pendant la guerre, les résistants, ils les appelaient des terroristes. Pourtant, c'est des Non, résistants. mais moi, Non, on est je ne on prends était pas des cause. résistants. Et cette résistance, elle s'organise juste parce que tu as parlé de secteur. Voilà, juste en 2 mots, Voilà. comment ça marche le FLNC. Le Voilà. FLNC, c'était un Parce que ça existe mouvement toujours. qui était cloisonné, réparti d'abord entre plusieurs secteurs par région. D'abord plusieurs régions Oui, militaires. La Corse divisée voilà. en régions militaires. Voilà. Ajaccio, ils avaient 5 secteurs. Bastia, ils en avaient plusieurs. La Balagne, ils en avaient 2. Tu vois, des régions. Dans ces régions, il y avait des secteurs. Ok. Et dans ces secteurs, il y avait des groupes aussi, tu vois. Ah oui, c'était donc. Donc, dans le premier secteur Ajaccio, c'était le secteur Gravone. Mais il y avait plusieurs groupes indépendants les uns des autres. Et c'était cloisonné. On était censé ne pas se connaître ensemble. Mais bon, le cloisonnement, des fois, il était un peu. Il y a de la porosité, puisqu'on se connaissait dans la vie de tous les jours. Oui, Donc, alors ça, c'était. Bon, on va y venir après, mais. Voilà, donc à un moment, le cloisonnement, on savait ce qu'on faisait mutuellement. Donc, Oui, parce que tu me racontais, par exemple, il y avait des réunions. Donc, ça, c'était un peu plus tard. voilà. quoi, Alors, changes, on va faire ça. Tu changes de secteur après pour J'ai intégrer fait, un truc un j'ai peu fait plus... 2-3 ans au secteur sur Ajaccio. Ouais. J'ai eu une arrestation, j'ai fait 1 mois de prison pour des attentats et j'ai été innocenté au bout d'1 mois parce qu'il n'y avait aucune preuve. Tu vois, notre petit groupe, on a été arrêté à 3. On a tous fait 1 mois de prison et on a été relâchés parce qu'il n'y avait aucune preuve. Ils nous ont arrêtés en haut. Les flics d'Ajaccio nous ont arrêtés au cours d'une nuit bleue dans des barrages et ils ont pensé que c'était nous. Ce qu'on appelait les nuits bleues, c'était des Voilà, actions coordonnées. Des actions coordonnées. On avait un mot d'ordre. Par exemple, tous les secteurs devaient agir en même temps à la même heure. Par exemple, à minuit, on devait déposer les charges. Ça pétait un quart d'heure après, tu vois. Oui, ça faisait une multitude Et ça d'explosions en faisait même temps. Ouais. 50, 60, ça arrivait même plus de 100 attentats dans la nuit sur toute la Corse, tu vois. C'était coordonné par la direction du mouvement, tu vois, par les chefs de groupe. On remettait aux chefs de secteur, aux chefs de région, et ils se coordonnaient entre eux. Et ça redescendait, bon, c'est pour telle heure, tu vois. Donc j'ai fait, comme je te dis, quelques années dans cette équipe-là. Je l'ai quitté parce que j'ai voulu rejoindre un autre secteur, le secteur S, Sagone-Cargès, tu vois, qui était un secteur composé de gens que je connaissais, d'amis, qui étaient beaucoup plus vindicatifs et beaucoup plus remuants. Plus virulents que les autres. C'était un des secteurs les plus virulents de Corse, avec des grosses actions, parce que là-bas, c'était la campagne, c'était les montagnes, le maquis, donc des petits villages et toute la côte. Il y avait toujours quelques petits attentats sur des villages côtiers, toi, comme Sagone, Cargès, mais c'était plutôt on visait plutôt les camps de vacances, les lotissements, tous les grands trucs, des villas, on rasait entièrement des villas, tu vois, c'était des gros attentats qui se passaient principalement en action commando. Alors, comment ça se passait? Tiens, raconte-moi typiquement comment ça se passait, ces histoires-là. On faisait des réunions de secteurs en cagoule, dans des bergeries un peu isolées. Ça, on y reviendra, parce que bon. Voilà, on arrivait, mais bon, on se retrouvait à 15, 20 des fois pour le secteur, en cagoule. Tout ce qui a goulé pour pas que vous vous connaissiez. Certains, on se connaissait, donc des fois, on arrivait même ensemble, puisqu'on se connaissait. Donc, on arrivait à 2 ou 3 dans la même voiture pour réduire le nombre des voitures sur place. Mais après, on avait affaire à des gens qu'on était censés ne pas connaître. Et c'est vrai qu'on ne les connaissait pas au départ. Mais on arrivait, on voyait les voitures. Les voitures, tu voyais la plaque d'immatriculation. La Corse, c'est petit. La Corse, c'est petit. Au supermarché, donc le on était 20. Tu voyais 3, 4 voitures, 5 voitures que tu connaissais. Tu les revoyais le lendemain en ville avec le mec au volant à visage découvert. Tu savais que c'était lui qui était en réunion avec toi la nuit d'avant. Donc, non, tu disais rien, mais tu faisais comme. Tu disais pas bonjour, mais si lui, il avait vu ta voiture, il te regardait. Toi, tu as vu la sienne, tu le regardais. Bon. Tu savais que tu étais. C'était un peu pour eux, cette histoire. Donc, c'était un. Oui, c'était Dans notre secteur, à la fin, il n'y avait plus de cloisonnement, on se connaissait tous dans notre secteur. Dans la vie de tous les jours, la vie civile, dirons-nous. Moi, je travaille par exemple dans la coopérative des frères Lorenzoni, où on était 4 ou 5 employés à faire des bûcherons, à l'époque, à faire les bûcherons, et on était tous militants dans des équipes différentes, mais on travaillait la journée ensemble. On savait ce qu'on faisait la nuit. Donc, il y avait une interférence entre nos secteurs. Moi, j'étais secteur Sagone.
Eux, ils étaient secteur Ajaccio, mais on était ensemble toute la journée. Des fois, j'allais faire des attentats avec eux. Voilà, je ne savais pas quoi faire le soir, ben, j'allais avec eux. Ils devaient faire le de regarder la télé. J'étais à Ajaccio, j'allais avec eux, tu vois. Donc, il y avait la porosité et le cloisonnement, il n'était plus trop efficace, toi. D'ailleurs, ça s'est retourné contre nous. D'ailleurs, quand ils ont fait une rafle, du coup, tout le monde... on a fait une erreur monumentale, c'est de faire une planque commune aux deux secteurs, alors qu'on n'aurait jamais dû. Parce qu'un secteur, il avait beaucoup plus les flics sur le dos. Quand ils les ont suivis, ils les ont amenés à la planque, et de la planque, ils sont remontés jusqu'à nous. Donc, quand ils ont fait une rafle, ils ont arrêté des militants des deux secteurs. Alors, comment ça se passe, les actions commando? Donc, faisiez les réunions cagoulées. Bon. Voilà, on discutait de l'objectif, ou on faisait une discussion politique, ou alors une discussion militaire. Il y avait les deux, toi, dans la même soirée. D'abord, c'était la ligne politique, ce qu'il fallait faire. On amenait nos projets, si on voulait faire, si on réclamait telle chose, toi, ou on avait amené des objectifs, toi, on les proposait. Tiens, je ferais bien sauter. C'était voilà, il y a lui, il faudrait le faire, toi, des trucs oui, comme parce ça. qu'en plus, il y avait quand même des exécutions sommaires et des trucs. Il y avait aussi des trucs comme ça, tu vois, surtout quand. Il n'y avait pas qu'on s'amuse à faire sauter des villas de Non, surtout qu'il y avait des gens qui étaient assez virulents contre nous, qui avaient créé le mouvement, la CFR, avec Francia, toi, c'était des gens qui voulaient... Oui, c'est ces groupuscules qui vous voulaient du mal à vous, qui étaient téléguidés par l'autorité française. Voilà, et qui voulaient, c'est des antinationalistes qui voulaient s'en prendre à nous physiquement, qui voulaient nous éliminer. Ouais, vous tuez. Il y a eu des militants nationalistes tués, d'ailleurs. Pas par eux, à cette époque-là. Pas par eux, parce que avant qu'ils tuent qui que ce soit, on les a tous exterminés. Non, mais après, il y a eu d'autres groupes de voyous qui Après, il y en a eu d'autres. Après, il y en a eu d'autres, l'affaire Orson, tous ces trucs-là. C'est ça que je pense. Voilà. Ça, c'était pas des gens de la CFR de France. Non, c'était des voyous. C'était des voyous. Des voyous manipulés pour... Mais les gens, les antinationalistes qui nous voulaient du mal, ceux-là, ils sont morts avant d'avoir... Ils ont tous été éradiqués. Ouais. Il y en a eu plus d'une quinzaine qui sont... Alors, ça, tu ne l'as pas fait, mais comment ça se passe, ces histoires d'exécution ça se décide en réunion. Hein. En réunion, celui-là, il y en a un qui avait été vu, il avait été repéré en train de suivre des militants jusqu'à chez eux. Il ne les suivait pas pour le plaisir, il les suivait parce qu'il allait leur faire du mal. Donc, il a fallu prendre les devants. Donc, voilà, c'était décidé en réunion. Celui-là, voilà, il faut le... Il y avait des gens spécialisés là-dedans? Il y en avait, mais bon, après, tout le monde pouvait y aller. Hein. C'était sur la base du volontariat. Voilà. Tout le monde pouvait y aller. Ceux qui voulaient pouvaient participer. Hein. Donc, bon, alors les actions commando, vous proposiez à côté de ça... On proposait un camp de vacances qui appartenait à des Français du continent, où les directions, c'était des grosses sociétés du continent et qui n'apportaient en vérité aucun argent à la Corse. Parce que c'était des camps de vacances qui vivaient en autarcie. Tu vois, leurs marchandises... Oui, ils faisaient venir les marchandises. Ils faisaient venir par semi-remorque. Les employés... Il y avait 120 employés pour une saison, ils en faisaient venir 117 du continent, des serveurs, des employés de maintenance, de tout. Et personne ne travaillait dans la région. Tous les jeunes, ils étaient au chômage. C'est arrivé que même une fois, sur le secteur de Sagone, on prenne le contrôle total d'un camp de vacances, de la Transat. Et qu'on impose les fournitures en Corse et les employés corses. Bon, ça n'a pas été vraiment une réussite, ça n'a pas duré très, très longtemps. C'est une bonne saison, parce que c'était un truc assez luxueux et on avait fait embaucher tous les jeunes des villages alentours qui n'étaient pas vraiment à leur place dans un 4 ou 5 étoiles, tu vois. Mais bon, ça a fait travailler quand même beaucoup de gens, tu vois. On a remplacé le pôle emploi de l'époque. Du coin. Donc, ouais, ces actions commando. Alors après, vous partiez comment alors? Les charges, comment ça se fait? On se réunissait, bon, on avait un endroit de stockage d'explosifs. Ça venait d'où vos explosifs, etc. Beaucoup, on travaillait. Déjà, on essayait de se démerder, d'en avoir par nous-mêmes. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un entrepreneur qui avait une cache dans un puits au milieu de son jardin. Il mettait son stock d'explosifs là. On a été, avec une combinaison de travail, on est rentré dans la propriété, on a été au puits, on a raflé 20 kilos, tu vois. Oui, parce que c'est des expos, quand tu es entrepreneur, c'est les mecs qui font péter des carrières. Qui font péter des carrières, des rochers, des trucs qui font des routes. Tu vois, on avait des infos comme ça. Ou alors, à l'époque, le mouvement, sur Bastia, ils avaient fait un gros commando à Borgo, ils avaient volé 2 tonnes d'un coup, tu vois, sur un dépôt d'explosifs. Après, on se servait beaucoup d'engrais. L'engrais, c'était la facilité. C'était l'engrais, l'ammonitrate, tu vois, à 33%, c'était en vente libre. Pour mettre de l'engrais sur les vignes, on le détournait de son but, on le transformait en explosif, tu vois. Tu mettais 20 kilos d'ammonitrate arrosé avec du fioul. C'était comme si tu mettais 4 ou 5 kilos d'explosifs, tu vois. Tu mettais juste une charge de 150 ou 200 grammes pour l'amorcer, ce qui te faisait faire pas mal d'économies d'explosifs. Tu vois.
Donc on fonctionnait comme ça. De l'engrais, on en avait des tonnes à volonté. Ouais. Donc on stockait des tonnes et des tonnes d'engrais dans des coins, dans des baraques, dans le maquis, dans des vieilles bergeries inoccupées, tu vois, ou même dans des citernes, dans des réservoirs. On stockait tout ça et on le sortait au fur et à mesure qu'on avait besoin pour un camp ou pour une villa. Pour une villa, mettons, où on voulait mettre 100 kilos d'engrais, tu vois, 2 bidons de 50 kilos ou 4 bidons de 25 kilos, tu vois. On les reliait ensemble au cordeau détonnant. Bon, si la villa était vide, il n'y avait pas de problème. On rentrait, on pétait, on la rasait. S'il y avait du monde, on faisait un commando d'une dizaine de personnes, on rentrait, on braquait, on neutralisait les gens, on les attachait, on les mettait à l'abri, Ouais, un peu loin à de quelques centaines de mètres. Pour éviter de prendre un parpaing sur la tête. Voilà, on les attachait et on faisait tout sauter pendant qu'ils étaient en sécurité, tu vois. On rasait. Et puis bon, la plupart du temps, c'était comme ça. Hein. Alors, souvent, c'était des actions coordonnées, mais ils avaient du mal un peu à recruter. Non, Parce que... Coordonnées, c'était que pour les nuits bleues. Alors, les nuits bleues. Coordonnées, mais après, les actions individuelles, quand on faisait des commandos, il n'y avait pas besoin de coordonner avec quoi que ce soit. Oui, Hein. bah oui, ça, c'est une action. Voilà. Mais tu me disais que tu avais, par exemple, ils avaient du mal à recruter un peu au front, quand même. Ouais, il y avait Moi, le fait de la, comment dire, de la porosité, du cloisonnement qui n'était pas trop respecté, je connaissais deux ou trois autres chefs de secteur. Il y avait des fois, il y avait un chef de secteur, une fois, lui, il voyait qu'on bougeait bien, nous, sur Sagone, Cargès, qu'on était toujours volontaires. Et lui disait, moi, putain, j'ai des problèmes avec les miens. Il me dit j'en ai 8. Il me dit, j'organise une nuit bleue, sur les 8, et il y en a 3 qui vont et 5 qui restent à la maison. Il me dit, sa femme ne veut pas qu'il sorte, il ne peut pas sortir la nuit, sinon ça fait scène de ménage. L'autre, il dit qu'il va y aller, il n'y va pas. Il me dit, tu peux me trouver des jeunes un peu vaillants pour rejoindre mon équipe. Puis finalement, bon, après, il a dû se démerder seul parce que moi, je lui ai envoyé personne. Ouais, parce qu'il fallait sortir à minuit, quoi. C'était ça le truc. Voilà, après... Il y a ceux qui allaient au bout de la rue aussi. Voilà, il y en a, ils n'allaient pas loin. Hein, ils voulaient pas, ils partaient. Ils mettaient leurs chaussons, ils allaient déposer la charge. Ils allaient déposer une charge à 100 mètres de chez eux dans un petit magasin, une petite vitrine et tout, pour rentrer vite à la maison pour pas que leur femme voie qu'il était sorti. Après, c'est un peu folklorique comme ça. On rigole parce que c'est folklore, mais après, il y a eu des accidents et pour les militants et des victimes c'est arrivé. innocentes de ces histoires. Il y a des militants qui sont morts dans des explosions en faisant une mauvaise manipulation. Parce que vous étiez pas artificiers quand même, les gars, non? Donc voilà, un peu, on s'est tous... Mais moi, j'étais pas artificier au départ. Hein. À l'armée, j'avais fait sauter 2 charges explosifs. C'est pas ça qui m'avait appris. Après, j'ai appris sur le tas, à force de manipuler. Donc, on faisait sauter... On mettait des... Il faut faire gaffe quand tu mets une charge de 50 kilos. Hein. Si elle pète, tu pars avec. La villa est rasée, mais toi aussi. Hein. Ouais. Et puis, c'est arrivé qu'il y ait des accidents. Un faux contact, ça, c'est plus fréquent quand c'est des mecs qui mettent des détos électriques, qui font avec des réveils, toi, des trucs comme ça. Quand tu mets des charges simples avec un détonateur et une mèche lente et juste un allumage avec un tampax, toi, parce qu'on allumait avec les tampax. Ah oui, c'est ça, vous mettiez les tampax. Au bout de la mèche lente, pour avoir 20 minutes de retard, on mettait un tampax. Ouais, pour freiner la combustion. Ça, tu peux pas avoir d'accident, c'est rare. Par contre, quand tu as des systèmes un peu électriques ou des réveils, que tu fais un faux contact, ça peut péter à l'improviste, toi. Et c'est arrivé 2-3 fois qu'il y ait des militants, même peut-être un peu plus de 2-3 fois. Qu'ils soient tués ou blessés. Qu'ils soient tués. Hein, le premier, c'était sur une villa, ils étaient 2. La charge, je sais pas, il a fait un faux contact électrique sur une bouteille de gaz, ça a pété, il est mort sur le coup et son ami a été blessé. D'ailleurs, c'était un militant qui était dans notre région. C'est la première fois qu'on a fait une cérémonie d'hommage à l'Irlandaise dans son village. Alors, l'Irlande, c'est comme l'IRA en Irlande. Alors, voilà. L'IRA, c'était en Irlande du Nord. C'était un peu comme vous, des militants nationalistes. Enterrement avec 6 militants en cagoule qui sortent le cercueil et une salve d'honneur. Oui, en public, oui. Voilà, en public. Clandestins qui apparaissent, qui disparaissent pendant la cérémonie. C'était mon secteur qui l'avait fait, celle-là, en 1984. Oui, ça faisait partie de la mythologie du mouvement. Voilà, mais bon, il fallait le faire parce que quand tu fais ça, bon, il y a 2-3 000 personnes qui assistent à l'enterrement, mais l'endroit en pleine montagne, c'est encerclé par 500 gardes mobiles. Mais il faut passer, quoi. Voilà, il faut y aller quand même. Il faut y aller. Les gens qui ont fait le commando ce jour-là, il y a des policiers du SRPJ qui ont essayé de se jeter sur eux pour les interpeller au moment où ils sortaient de l'église en cagoule, tu vois. Bon, après, la foule s'est mêlée, ils ont lâché les policiers. Hein, et oui, 603 000. 15 policiers qui se jettent au milieu d'une foule de 3 000 personnes, ils n'ont eu aucune chance d'arriver. C'est un peu suicidaire, ouais. Ils ont été suicidaires. D'attraper une cagoule. Ouais. Ils ont bien morflé. Alors, si tu racontes, il y a eu aussi un cas où il y a eu un drame avec quand même pas que des militants, avec dans un village vacances là. Ouais, dans un des villages vacances dans mon secteur à Cargès, où
un commando en plein après-midi est intervenu pour neutraliser tous les habitants du complexe. C'était un truc, je crois, avec 5 villas, un truc hôtelier, toi, un complexe de location d'été. Ils ont neutralisé 20 ou 25 personnes qui étaient là. Ils les ont enfermés dans un local un peu plus loin, sur la plage. Et ils ont piégé tout le lotissement à coup de bidons d'explosifs. Explosion prévue pour 20 heures, je crois. Et le commando est parti. Et les gens qui étaient enfermés, les otages, et le propriétaire a réussi à se libérer. Et il est remonté. Pour désamorcer les charges. Il a essayé de désamorcer les charges et puis il a touché à ce qu'il ne fallait pas. Hein. Il est parti avec l'explosion. Voilà, et plus, je crois qu'il y avait alors, j'ai jamais su, c'était un des. Parce que dans les otages qui étaient avec lui, il y avait des gendarmes qui étaient en vacances, qui avaient été pris en otage eux aussi. J'ai jamais su si c'était un de ces gendarmes-là ou alors un des gendarmes qui passait sur la route en patrouille, qui s'était arrêté à ce moment-là, tu vois. Mais ce que je sais, c'est que le propriétaire de la villa, il a commencé à désamorcer. Le gendarme est arrivé pour lui dire arrête. Pour lui dire de ne pas toucher. Il est mort avec. Ça a pété à ce moment-là. Tous les deux. Ouais. Ils ont été tués tous les deux. Ouais. Donc à ce moment-là, je veux dire, ça a déclenché une rafle gigantesque. Oui, là, c'était plus drôle. Là. Autant jusque-là, on faisait péter des villes à vide. Le lendemain, on était 150 en garde à vue. Hein. Ah oui, le lendemain matin à 6 h, moi, comme j'étais bien soupçonné de faire partie de ce secteur-là. De ces secteurs-là, et bien sûr, ils m'ont raflé. Hein. Bon, moi et 150 autres personnes. Mais bon, j'ai fait la garde à vue et je suis ressorti au bout de 48 heures. Vous aviez des coups de chaud, ils étaient beaucoup sur vos reins, comme on dit, sur vos côtes, les policiers. Ouais, mais nous, à force de... Oui, si tout le monde savait que vous en faisiez partie. À force d'en faire, on était obligé de l'avoir. Mais comme il nous disait, notre responsable du secteur, il disait, bon, on sait qu'on les a sur le dos, c'est pas un secret, on le sait. À nous d'être plus malins qu'eux. Oui, c'est le jeu du chat de la souris permanent. Quoi. Ouais. On faisait quand même nos actions en s'arrangeant pour ne pas être surveillé ce soir-là ou faire ce qu'il fallait pour ne pas être suivi, des ruptures de filature, des trucs. On remarque que c'était une bonne... on va y venir mais c'était une bonne école pour le banditisme déjà là. C'était la meilleure école pour moi. Ouais. Parce que quand tu neutralises, 20 personnes ou 30 personnes sur un commando, que tu participes à des trucs comme ça, après, c'est quoi la différence quand tu les neutralises sur une banque? Au lieu de faire sauter la banque, tu prends l'argent. Mais bon, neutraliser les gens, c'est la même. C'est la même chose. Tu les braques, tu les emmènes à l'abri, tu les immobilises dans une pièce, et puis tu vides les coffres. C'était un peu le même... disons que c'était une bonne école. Alors, entre deux explosions, là, tu as quand même une bricole. À un moment, ils se mettent sur toi, tu vas en prison. Ben là, j'étais militant du secteur Est, puis on travaillait comme bûcheron, et puis bon, la société ferme, je me retrouve emmerdé. J'avais plus braqué par quelques petites conneries, mais bon... depuis l'armée. Depuis l'armée. Tu avais abandonné cette voie du banditisme. Voilà. J'avais bien fait quelques petites conneries, mais qui étaient passées à l'as, toi, qui étaient... Bon, tu t'en et étais puis là, retiré. j'ai un besoin d'argent, je me trouve, le chômage, il ne veut pas payer, la société ferme, et je me tape un grand supermarché dans Ajaccio avec un complice. Bon, tu te dis, je vais remettre le couvert. Je sais que j'ai les flics sur moi, mais je les perds. Je fais ce qu'il faut pour les perdre à 9 h du matin. Je sais qu'ils campent depuis des mois devant chez moi. Ouais, pour tes activités nationales. Pour les activités nationales. Ils campent sans arrêt sur moi. Donc, je le sais, donc je les perds. Je leur fais un tour de passe-passe dans l'hôpital d'Ajaccio. Je rentre d'un côté, je sors de l'autre avec une autre voiture, planquée. Bon, ils me perdent totalement à 9 h du matin. Et à midi, il y a ce braquage. Un mec, directeur pris en otage, on le ramène dans son hypermarché, on lui vide le coffre. Et il me retrouve, ça se fait bien, tranquille. Hein. On attache le mec à son coffre-fort et on part. Et il me retrouve le soir à 6 h. J'ai disparu de 9 h du matin à 6 h du soir. Et ils ont dit, cet enfoiré... il nous a fait le supermarché. Voilà, ça doit être lui. Donc ils attendent 2 jours et ils m'arrêtent. Ils me sortent à 7 h le soir, quand je sors de mon appartement, ils me sautent dessus. Mais pas d'armes, pas d'argent, pas de témoins. Mais eux, la victime, elle est venue dire que ce n'était pas moi. Mais eux, ils sont persuadés. Et j'ai la vindicte du procureur de l'époque, qui est vraiment acharné contre les nationalistes. Quand je sors de garde à vue, qui m'amène devant le juge, je dois sortir parce qu'il n'y a pas d'armes, pas d'argent, pas de témoins. Et ce procureur, il est rentré comme un fou, me parlait de toute autre chose, me parlait du FLNC, il est rentré comme un fou en criant « Mettez-moi ça en prison, tu te rappelles, le commando, je vais te faire prendre 20 ans et tout. » Je me disais « Mais qu'est-ce que c'est ce fada ?» je me disais moi. Et puis la juge, elle n'a même pas osé discuter, elle m'a dit « Bon, je vais vous mettre sous mandat de dépôt, on verra plus tard. » Direct. Je rentre en prison, mais je sais que je vais sortir. Même mon avocat, qui était Antoine Solacaro, le défunt avocat qui a été tué après, quelques années après, il me dit « Michel, tu vas ressortir, il n'y a rien. Le dossier est totalement vide, tu vas ressortir. » Seulement, au bout de 4 ou 5 mois, ils ont fait une rafle
dans Ajaccio et sur Sagone-Cargès. Ils ont arrêté des gens de mon équipe et des gens du secteur d'Ajaccio. Moi qui suis en prison, ils sont venus me chercher en prison. Parce que dans ces gens-là, il y en a 2 ou 3 qui ont parlé. Qui ont balancé. Et qui ont balancé, qui m'ont mis en cause. L'Omerta, Voilà, la légendaire Omerta. L'Omerta, ce jour-là, ils l'ont oublié, l'Omerta. Ils ont oublié l'Omerta. Donc, j'ai été pris dans ma prison, où j'étais bien tranquille, moi, à Ajaccio, en attendant de sortir de mon braquage. Toi. Et ils m'ont transféré d'abord au Baumette, en transit, pendant 2 À mois. Marseille, hein. Puis sur Paris, après, puisque la juridiction avait été créée en 86, la nouvelle juridiction, la 14e section antiterroriste. Ah, là, on y est au terrorisme. Ouais, puisqu'ils l'ont appelé comme ça. Ouais, bah voilà. Ils avaient créé cette juridiction et tous les Corses arrêtés pour des attentats montaient sur Paris. Donc nous, on a fait un petit stage au Baumette de 2 mois ou 3 mois, tu vois. D'ailleurs, ça nous a permis de participer à la grande révolte des Baumettes où la prison a été saccagée. Il y a eu une révolte qui a duré 24 heures dans la prison. Certains militants du FLNC, au moment de la reprise en main par les gardes mobiles, ils ont pris des coups. Et ça, aux yeux du mouvement, c'est pas passé. Dans la semaine suivante, il y a eu un mitraillage en Corse. Ils ont abattu un garde mobile en revendiquant, en disant... Ouais, violence dans les prisons. Pour nos militants emprisonnés, sachez qu'on ne les laissera jamais maltraiter en prison. Ils ont revendiqué le mitraillage du fourgon de gendarme à cause de ceux qui avaient pris des coups. Tu vois. Suite à ces événements, ils nous ont tous montés sur Paris. Moi, je suis arrivé à la santé. À la santé, la direction, elle nous a tous reçus. Parce que vous faisiez peur. Vous étiez groupés. Ce que je ne savais pas à l'époque, quand je suis arrivé à la santé, c'est qu'il y avait, on savait qu'il y avait eu cette revendication, mais on ne savait pas que tous les chefs tous les directeurs de prison, ils avaient été menacés directement à leur domicile par des lettres anonymes. Ça fait penser à la révolte des tôles en ce moment-là. Et donc, dès qu'on arrive à la santé, le lendemain, reçu par la direction, monsieur, sachez qu'ici, il ne vous arrivera rien, on prendra bien soin de vous. Vous servez un peu de brochou avec un peu de lonzo. J'ai fait comme ça 14-15 mois, tu vois. Entre-temps, ils ont profité pour bâcler mon dossier du braquage du supermarché où je devais être innocenté. Finalement, ils m'ont filé 4 ans. Mais en faisant un nombre incalculable d'erreurs dans les mandats de dépôt, dans les trucs, au final, le mandat de dépôt était nul. T'es sorti. Et j'ai été libéré par erreur au bout de 15 mois. Donc, libéré par erreur, ça ne veut pas dire que l'affaire disparaît. Ouais, il faut quand même que tu la casques à un moment donné. Ouais. J'avais l'affaire d'attentats pour lesquels j'avais été balancé. J'avais l'affaire du braquage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis rentré à Ajaccio. J'ai pris l'avion direct le lendemain de ma sortie. Je suis rentré à Ajaccio et je suis parti en cavale de suite. Les gens de mon secteur, ils m'ont aidé, bien sûr. Les premiers, ça a été eux. Alors, la cavale en Corse, on va s'arrêter 2 minutes parce que... Voilà. C'est quand même un grand mythe aussi, ça c'est un grand... La cavale en Corse, s'appuyait comme sur des... L'avantage d'une cavale en Corse, c'est la solidarité de la société civile. Voilà, on avait beaucoup de sympathisants qui nous hébergeaient, même nos amis. Mais en dehors de nos amis, des sympathisants qu'on ne connaissait pas. Il y avait un réseau de planques de militants du FLNC sur toute la Corse, des gens qui nous hébergeaient la solidarité quelques jours, quelques semaines, juste par solidarité, qui ne nous connaissaient pas. Hein. Même des gens, des fois, c'est arrivé d'être hébergés par des gens qui avaient des idées contraires. Mais la solidarité faisait que l'homme en cavale est toujours le bienvenu. Bon, moi, ma cavale, dès que je suis parti, c'est ça, dès que j'ai mis le pied à Ajaccio en revenant de Paris, les flics, ils m'attendaient à l'aéroport. Pas vraiment contents de ma sortie, parce qu'ils avaient mis pas mal de temps à m'arrêter déjà. Donc, ils n'étaient vraiment pas contents de ma sortie. Donc, j'avais un comité d'accueil à l'aéroport, ils ne m'ont pas lâché, parce qu'ils se doutaient que j'allais partir en cavale. Donc, quand je suis parti en cavale quelques jours après, on a fait un système de rupture de filature. Je suis parti en courant à partir d'un feu rouge dans Ajaccio. Je suis parti en courant et c'est mon ami, c'est Yvan, qui m'a récupéré dans une voiture un peu plus loin. Alors, Yvan, ce n'est pas n'importe quel Yvan, c'est Yvan Colonna. Yvan Colonna, c'était mon ami et c'était en même temps un militant du secteur de Sagone. Oui, il était de chez toi, parce qu'il était de Cargès. Il était de Cargès, Yvan. C'était un militant du secteur, c'était mon ami, on se connaissait depuis des années, on avait toujours été amis. On a fait quelques dizaines de kilomètres, il m'a déposé provisoirement dans une planque chez un autre ami, un autre militant du secteur. Je suis resté 3 semaines chez lui. Au bout de 3 semaines, je suis revenu, mon autre ami m'a raccompagné chez Yvan. Ils avaient une propriété au bord de la mer avec 4 ou 5 villas qui appartenaient à sa famille. Là, je suis resté 3-4 mois. Le temps de contacter l'équipe des recherchés du FLNC, les Macciagioli. Ça, tu arriveras à mieux le dire que moi. Comment tu dis? Les Macciagioli. Ça veut dire quoi? Les recherchés, les hommes du maquis, si tu veux dire. Voilà, Maccia, c'est le maquis. Donc, alors, c'est quoi ce groupe des recherchés? C'était un groupe de militants qui étaient recherchés, et qui,
En principe, les militants recherchés se rejoignaient ensemble. Former un groupe, ouais. Former un groupe. Ouais, Il y en avait certains qui étaient recherchés depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y en avait qui venaient d'être arrêtés. L'année d'avant, ils en avaient arrêté 3. Il y en avait un qui était mort sur une action commando. Ils étaient combien, là, ce groupe de recherche? Là, on était 6. Ah, il y avait un 7e, mais celui-là, je ne l'ai jamais vu. Il ne s'est pas joint à nous. C'était un peu les stars du FLNC, quoi. Voilà, c'était l'équipe... ouais, c'était pas les stars, mais c'était... en tant que recherché, tu pouvais interagir avec toutes les régions. Oui, vous étiez mobile, quoi, des nomades. Ouais, itinérants, on était bon. Tu donnes un coup de main là, un coup de main là. La Balagne, principalement, la région de Balagne faisait beaucoup de la logistique pour les recherchés, qui étaient chargés d'organiser les planques, l'hébergement. C'était beaucoup la Balagne. Mais après, on descendait sur toutes les régions. On allait sur Bastia, sur Ajaccio, sur n'importe où, sur Propriane. Et on pouvait participer à des actions avec eux, si on voulait. Je suis resté à peu près un peu plus d'1 an dans l'équipe des recherchés. Et puis, Mitterrand était repassé en 88. Et en 89, il a décidé d'amnistier tous les faits politiques, à l'été 89. Donc il a voté une nouvelle loi d'amnistie qui amnistiait, comme celle qu'il avait fait en 81, qui avait amnistié les Corses, Action Directe, les Basques, tous les détenus politiques de France. Là, ils ont fait une loi pour les Corses. Et je crois qu'il avait fait pour les Kanaks aussi, me semble. Donc les militants qui étaient recherchés, il en restait 3 sur Bastia, qui étaient avec nous, 3 en Balagne. Celui qu'on n'a jamais vu, s'était rendu. Donc, quelques mois avant l'amnistie, il s'était rendu. Ils sont rentrés chez eux, tous les recherchés. Oui, ils étaient amnistiés. Ils sont réapparus. Sauf toi. Sauf moi. Moi, Mitterrand m'a bien amnistié tout ce qui concernait la politique, et les actions pour lesquelles j'étais accusé, les commandos, tous ces trucs-là. Mais pas le braquage. Oui, le supermarché, voilà, lui, moi, le supermarché, ça ne rentrait pas dans la... Donc, j'ai décidé de rester tout seul en cavale. Tu as fait le groupe du recherché. Comme j'étais tout seul, puisque tout le monde, je me suis trouvé seul, et que pour moi, le mouvement commençait il allait vers la scission, vers la séparation, tu vois, j'ai décidé de le quitter. Ouais, voilà, j'ai démissionné du mouvement nationaliste, j'ai démissionné du front et je suis parti de mon côté. J'ai dit, bon, de toute façon, je reste en cavale pour braquage, je ne me rendrai pas, même si j'ai que 4 ans à faire. Je ne me rendrai pas, ils me prendront quand ils me prendront. Et je suis parti du mouvement parce que je ne voulais pas faire un mélange des genres. Tu vois. Qu'il y a eu après. Qu'il y a eu après. Mais entre grand banditisme, on dit, le mélange des genres, c'est entre le banditisme et le nationalisme. Ouais. Moi, je l'ai quitté. Je suis parti sur Marseille. J'étais déjà sur Calvi avec des gens qui étaient militants, qui ont quitté aussi pour certains le mouvement. Et c'est des gens-là... Sur le secteur de Balagne, il y avait des gens qui étaient des bons militants, mais qui étaient aussi des bons voyous. Des bons voyous. Il y en avait quelques... C'était mixte. C'était un peu mixte. Ouais. Ils étaient hybrides. C'était hybride, comme tu dis. Donc j'étais devenu, au bout d'1 an et demi, j'étais très ami avec ces gens-là. Et quand je suis resté en cavale, à la limite, c'est eux qui m'ont aidé, puisque je suis sorti des structures du mouvement. Ouais, donc je ne pouvais plus me planquer dans les planques du mouvement. Je suis resté un peu sur Calvi. Un des militants, enfin... Un des voyous militants a été tué, Jean-Pierre, un bon ami à moi. Tué dans quoi? Dans des embrouilles de voyous? Dans des embrouilles de voyous, qui était en guerre depuis des années avec des gens. Voilà, il a été tué pour une vieille histoire. Moi, je suis parti sur Marseille, mais avec eux, on a monté une équipe pour braquer. Donc à Calvi, des voyous. C'est quoi le banditisme en Corse? Tu aurais pu rester en Corse, faire partie du milieu corse, comme on appelle ça. Ouais, ces différentes équipes, parce qu'à l'époque, il y a la fameuse Brise de Mer, il y a différentes équipes. C'est quoi un peu le paysage à l'époque? Pourquoi déjà vous ne restez pas en Corse? Pourquoi vous n'avez pas envie de faire partie de ces histoires? Déjà, nous, elle était déjà formée en Corse, la petite équipe, parce qu'on était... Il y en avait qui n'étaient pas du tout militants FLNC, hein. Oui, il y en avait, c'était des amis. C'était des amis qui ont formé l'équipe de Braco avec moi. Mais nous, on a voulu toujours rester indépendants, pas se greffer sur d'autres équipes existantes, toi, qui étaient dans les machines à sous. Oui, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les voyous à l'époque? Ils faisaient quoi? Du racket, boîte de nuit, machines à sous? Nous, on ne voulait pas. Nous, on voulait braquer, prendre de la monnaie, mais pour nous. Nous, les machines à sous, les boîtes de nuit, les trucs, on s'en foutait. Trop d'embrouilles en plus. Voilà, pour des embrouilles pour rien, on n'en voulait pas. Donc, s'ils ne m'ont pas invité au mariage, je ne vais pas aller aux enterrements, moi. Ouais. Donc, là, il y avait beaucoup de coups à prendre à rester en Corse. Voilà, c'est bien beau. Et tant qu'il y avait que... pourquoi? Pour être dans une grosse équipe, tout le monde fait des machines, tu partages l'argent des machines avec eux, s'ils partagent. Ou des trucs, ou les boîtes de nuit qui partagent. Limite, tu te retrouves... à faire le soldat d'une grosse équipe. Ouais, tu fais le grouillot. Donc nous, voilà, ça sert à rien. Nous, on n'a jamais voulu un truc comme ça. Nous, ce qu'on voulait, c'est braquer, prendre notre argent et rester indépendant.
Et c'est ce qu'on a fait. Moi, je suis parti sur Marseille, je me suis installé sur Marseille. Les autres étaient en Corse. Il y en avait 2 en Balagne, 2 sur Ajaccio, plus d'autres qui pouvaient se greffer à nous, qui étaient déjà en Les cavale, invités, qui voilà, qui n'étaient venaient. pas des militants nationalistes, hein, qui étaient des voyous. Ouais, des voyous. Ouais. Et on s'est mis à braquer un peu de partout en France. Alors, c'est là que tu te dis, parce que là, c'est des choix de vie quand même. Là, tu finis nationaliste, tu as cette peine de 4 ans, tu aurais pu te dire, bon, je vais me faire les 4 piges, je vais en faire 2 ou 3, Non, moi, je suis et pas. puis je change de vie. je Je suis- redeviens bûcheron, berger, Je je pouvais fais du pas, broach. moi. Non, j'en sais moi, rien, enfin, tu vois. Moi, c'était contre nature d'aller sonner à la porte de la prison. Je pouvais pas, je me le sentais pas d'aller appuyer sur la sonnette en disant voilà, j'ai 4 ans à faire, mettez-moi en prison. Non. C'était impossible pour moi. Tu t'es dit, mais est-ce que tu avais envie de faire le voyou? Parce que est-ce que tu fais le Mais voyou par défaut ou c'est juste je pour le pas aller au faisais, placard? je le faisais déjà un Oui, petit peu. on a bien C'était- compris que c'était Je comme le faisais déjà un petit peu sans être. Ouais. Mais à partir du moment où j'ai vraiment quitté le mouvement, je Là, me suis ouais. je dis maintenant ça sera ça. Ouais, je vais faire le voyou. Quoi. Voilà, je vais pas faire le voyou, Non, faire le braqueur. J'allais Voilà, te le dire, faire le braqueur. voleur, je vais faire le voleur et le braqueur. Voilà, je vais braquer. Ouais, je vais Après, aller braquer. Je voulais toujours pas m'intéresser à autre chose, hein, les machines, les boîtes, je voulais Ouais, toujours tu veux pas pas de ce truc-là, forcément quoi. les trucs de voyou, Non, voyou, le milieu et Pas tout le ça. non, milieu ouais. traditionnel Ouais, le milieu qui gère oui. toutes les conneries. Non, ça, j'en voulais pas. Moi, je voulais braquer. Braquer, prendre de l'oseille, c'est tout. Donc, Vous avez commencé à braquer. on a fait ça et comme on était chez nous, bon, moi, j'avais pas vraiment grosse expérience. J'avais les 2 braquages de l'armée, le braquage supermarché. Ouais, tu avais fait 2 postes à supermarché. Bon. J'en avais fait 2 ou 3 autres en plus. Ah. Voilà, 2 ou 3 autres qui étaient. Voilà. Ouais. J'avais une petite expérience de 5-6. Oui, puis tu avais l'expérience du FLNC. Voilà, dont et puis on bon, parlait tout à l'heure, des c'est- armes, Voilà, l'expérience de la maîtrise des de la prises foule et du d'otages, des public. trucs comme ça. Voilà, Donc, ouais, des otages et tout. Quoi. Bon. on s'est réunis à Marseille. On dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire ça, on va cibler façon postiche. Ah, oui, explique un petit peu. Voilà. À l'époque, il y avait les grandes équipes qui s'appelaient les postiches. Voilà, mais leur manière, eux, d'opérer n'était plus possible parce qu'eux, ils tapaient les chambres fortes et les coffres Voilà. particuliers. Alors eux, au lieu de braquer la banque simplement, ils braquaient, ils descendaient au coffre et Voilà. ils se faisaient les coffres Les individuels. coffres particuliers. des Ça, c'était clients. impossible. Ouais. C'était devenu impossible parce que toutes les banques étaient équipées d'alarmes sismiques. Oui, c'est Donc, quand tu rentrais dans la chambre forte, Tu tapais un le coup de marteau mouvement, sur voilà, un coffre. ça ramenait les flics, Donc ça, immédiatement. c'était impossible. Du coup, nous, on s'est rabattu sur le braquage classique, mais en faisant les distributeurs en plus. ah oui, en c'est-à-dire- disant, mec, tu vas me chercher l'argent qui est dans le distrib. Ouais. Donc, on était obligé de faire exactement comme les postiches. On travaillait de la même manière qu'eux, perruque, parce qu'en cagoule, tu ne pouvais pas te permettre Ouais, de ouais. rester 30 minutes ou 1 heure. Oui, que les gens ils te voient avec Les gens, ta ils te voient à cagoule. travers la vitre. Ouais, ouais. Donc, on rentrait manière postiche, à 3, à 4. Celui qui était désigné entre nous, un coup moi, un coup l'autre, on prenait le directeur ou le chef caissier. On disait, bon, on va me déclencher la minuterie du distributeur. Alors, suivant les enseignes, c'était 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Ouais, ça, c'est le temporisateur Le temps pour voilà, ouvrir. pour voilà. ouvrir. On faisait déclencher. Si c'était 45 minutes, il fallait qu'on reste 45 minutes. C'est chaud. Donc, on réceptionnait les gens, on les faisait rentrer, on les faisait asseoir, on les mettait dans Oui, les parce que bureaux. faut expliquer, tu ne peux pas fermer la banque pendant 45 Non, minutes, non. donc tu fais rentrer, tu la laisses Tu fais ouverte. Nous, on faisait rentrer. On avait une Ouais. technique, on préférait les banques avec SAS, parce que le SAS, ça empêche les gens de ressortir. Oui, oui, une fois que C'est compliqué pour rentrer, c'est plus compliqué pour rentrer, mais ça empêche les gens de sortir. Tandis qu'une porte qui s'ouvre, tu sais, Oui, pneumatique, là, le mec, s'il voit il quelque rentre, chose, oui, il se barre en courant. s'il voit complètement. quelque chose, il part en courant, tandis qu'un exactement. SAS, il ne peut pas. Donc, c'était à la limite, on préférait les banques avec SAS. Donc, on rentrait un par un, ou 2 d'abord, 1 d'abord, tu vois, une fois qu'on était à Oui, parce 3, que quand vous tapiez, vous étiez combien là dans cette... Comment vous faisiez suivant l'importance de la banque, Ouais. 2, 3 ou 4. Donc un qui reste à la porte. Donc, Si on rentrait à 2, vas-y, raconte-moi comment si on rentrait, fait. mettons, Moi, je ne braque pas de banque, je ne sais pas, vas-y. je t'apprendrai. Peut-être qu'un jour, si cette émission marche mal, Michel, et qu'il te reste une Oh. vieille cagoule, bon. On rentrait, moi le premier ou le deuxième, je rentrais. J'attendais que mon complice soit rentré lui aussi sans attirer l'attention. On n'attirait pas l'attention puisqu'on avait des belles perruques, des fausses lunettes de vue. On mettait des cotons un peu de dentiste dans les joues pour déformer un peu Ouais, pour avoir une autre pour physionomie. changer un peu la Oui, voix. pour les caméras. On se pour, fabriquait des fausses cicatrices, des faux grains de beauté, des trucs comme ça. tu Il y a vois. du boulot avant. Toujours bien habillés, parce qu'il nous arrivait de prendre la place des banquiers. Donc on préférait y aller en costume cravate, tu vois, Ouais, ouais. avec par-dessus, tu vois. On rentrait. Quand mon ami était rentré, je montrais le calibre. La plupart du temps, je braquais même pas. J'ouvrais Ouais. la veste, je montrais le calibre, je dis regarde. T'as compris? Il me disait oui. Je dis bon allez. Il m'accompagnait au directeur. Je allais chercher le directeur dans son bureau. Je disais bon, déclenchez-moi le distributeur. Combien d'attente? Il me disait 30 minutes, 20 minutes, 45 minutes. Je dis vas-y déclenche. Et en attendant, mon complice, lui, il empêchait les gens de ressortir. Les gens qui arrivaient, il les réceptionnait.
Et ils surveillaient un peu les guichets Ouais. et les clients. Ils faisaient l'environnement. Moi, pendant ce temps, je faisais le tour des caisses. Je prenais le directeur ou le chef caissier, je descendais à la salle des coffres et j'ouvrais les coffres de la banque. Les coffres de la banque, il faut savoir, ils ont toujours ils appellent ça des coffres de dissuasion. Donc, en vérité, ils mettent leur argent dans 3 ou 4 coffres différents, mais ils t'en ouvrent 1 ou 2, ceux où il y a le moins. Après, je dis, il n'y en a pas d'autres. Ils disaient non. Mais après, quelques années après, on a trouvé une technique pour parer aussi ce coup-là. On prenait l'argent des coffres, des caisses, on remontait à la caisse centrale ou au guichet des employés. On les faisait mettre sur l'ordinateur et on demandait qu'ils nous tapent le solde général de la banque. Ouais. Alors, à vue d'œil, dans le sac, tu voyais que tu avais 20 briques, 20 bâtons anciens. Et si sur le solde, il apparaissait 50, ça veut dire qu'il t'en manquait 30. Ça veut dire qu'il y avait un coffre qui t'avait ouvert les coffres de dissuasion, mais pas le bon coffre. Donc, il disait, hop, tu l'attrapais par l'oreille, tu dis, on va redescendre. On va redescendre et tu vas m'ouvrir le bon cette fois. Mais ça, on l'a su que plus tard. Donc, caisse, coffre, la minuterie, la temporisation se déclenchait, on ouvrait le distributeur, on prenait les casiers. Alors, il fallait s'arranger pour taper la veille de week-end parce que tu sais qu'ils remplissent, si la banque est fermée le week-end, tu sais qu'ils remplissent pour le week-end. Les distributeurs, ouais. Donc, chaque distributeur était rempli entre 40 et 60 millions anciens. S'il y avait 2 distributeurs, ça faisait 100 ou 120. Et s'il y en avait 4, c'était jackpot. Oui, ça payait encore, quoi, les banques, parce que c'était quand même lucratif votre affaire. C'était les dernières années où ça payait encore. Jusqu'aux années 96, ça a payé à peu près. Ouais, il y avait encore du liquide dans les banques. Après, toutes les banques sont devenues des points argent, où il n'y avait plus de, il y a plus de liquidité. Même toi, tu es client dans ta banque, tu ne peux pas retirer. Il faut que tu commandes l'argent et tout. Mais à l'époque, tu viens pour déposer 1 000 €, ils ne te les prennent pas maintenant. Hein. Tu ne peux pas les déposer. Ils te donnent une carte pour les mettre dans la machine et ainsi de suite. Tu n'as plus de caisse de banque. Tu n'as plus de coffre non plus. Donc, jusque toutes ces années-là, les années 90, c'était bon, tu vois. Toi, toutes ces techniques-là, c'est quoi? C'est tes potes qui étaient plus aguerris, qui t'ont formé sur le tas? J'ai appris sur le tas avec eux. Parce qu'eux, ils étaient plus expérimentés ou pas? Il y en avait un qui était bien... avant qu'on tape ensemble, il avait déjà tapé une 50aine déjà, lui. Facile. Un vieux briscard de l'attaque de banque. On a été ensemble, à peu près, on en a tapé sur Paris... cette période-là, 89, 90, on en a tapé encore une 50aine. Ils faisaient des Paris intramuros. Oui, parce que vous avez tapé d'abord à Marseille, après vous êtes monté à Paris. À Marseille, jamais. Marseille, non, vous êtes regroupé à Marseille, après vous étiez parti. On avait tapé en Savoie, en Haute-Savoie, tout. Vous faisiez les Tours de France, quoi. Et après, on s'est mis sur Paris, tu vois. On s'est mis sur Paris parce que Paris, c'était la facilité. Pas besoin de voiture, pas besoin de planque. Comment ça, pas besoin de voiture? Tu allais en métro? En métro. C'était la facilité. À Paris, tu faisais une station de métro, c'était comme si tu changeais de ville. Donc, on retapissait les banques par rapport aux stations de métro voisines, tu vois. Tu sortais de la banque, tu faisais 200 mètres, tu franchissais un angle de rue, tu rentrais dans le métro. Premier angle du couloir du métro, tu enlevais la perruque. C'est fini. Mort, ouais. Tu prenais le métro, tu descendais une station plus loin. C'était comme si tu avais changé de ville. Donc, on faisait toujours comme ça. On n'avait pas besoin de voiture, pas besoin de moto. Et les planques, des fois, c'est arrivé qu'on ait des planques, mais la plupart du temps, on prenait des résidences hôtelières. C'était la facilité avec des sous faux noms, tu vois. Ouais, des papiers balourds. Donc, c'était tranquille. Et ça a duré pendant la 50aine de banques qu'on a fait, tu vois, jusqu'à temps que... Oui, alors forcément, il y a une espèce de sentiment d'impunité, de facilité. La facilité, voilà. Puis un jour... Disons, comme ils m'ont expliqué certaines fois, disons la première fois, les flics de la BRB, quand ils nous ont enlevés... Brigade de répression du banditisme, ceux qui traquent les braqueurs, ceux du 36 à Paris notamment. Ils m'ont dit, quand ils nous ont arrêtés, ils m'ont dit, c'est bien beau Michel, mais tu en aurais fait qu'un. On t'aurait jamais retrouvé. Mais avec tout ce que vous faites, vous, il vous faut de la chance à chaque fois. Nous, on a besoin qu'une seule fois d'avoir de la chance, donc c'est pas équilibré. Ouais, statistiquement, ça tombe à un moment. Parce qu'à chaque fois, on se dit, oh, les voyous, ils sont pas bons, ils ont fait 20 ans de prison. Mais c'est pas ça, c'est quand tu fais 50 affaires, effectivement. Alors, on avait commencé à faire. On faisait des séries, toi, notre banque. On montait le mercredi sur Paris. Moi, je montais de Marseille. Mes amis venaient de Corse. Soit ils me rejoignaient à Marseille, on montait ensemble. Un coup en voiture, un coup en train, un coup ils montaient en avion, tu vois. Moi, je centralisais tout sur Marseille, les box, les planques, les armes, tout. C'est moi qui stockais tout, parce que j'étais sur place. Eux, on se rejoignait, on montait, on arrivait le mercredi, on retapissait quelques banques, et on attaquait le jeudi. On en faisait une le jeudi matin, une le jeudi après-midi, une le vendredi. On triplait, ou on quadruplait des fois, tu vois. Les staccanovistes. Des fois, s'il y avait un embrouille qu'on n'avait pas pu la faire, on restait jusqu'au lundi, tu vois. Vous aviez des enseignes privilégiées Ouais.
Mais on évitait les sociétés générales. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas propriétaires de leurs distributeurs. Ils les louaient, et ce qui fait que ce n'est pas eux qui les remplissaient. C'était les convoyeurs qui passaient remplir. Donc, on arrivait, il n'y avait jamais les clés. Oui, ça, ils ne pouvaient pas l'ouvrir. C'était même affiché sur les coffres, on n'a pas la clé. Ça n'est pas la peine. Tandis que toutes les autres, ils avaient leurs clés. Donc, on avait juste à neutraliser tout le monde et à faire déclencher le temporisation. Le butin moyen, là, parce que quand vous montez à 3, 4, il faut quand même que ça soit un peu lucratif. Bon, vous en faites 5, 6 en 3 jours, donc forcément, mais c'est quoi là Il y avait toutes sortes de butins suivant la... Ouais. Parce que c'est arrivé... Selon la chance, surtout. Hein. C'est arrivé alors, des fois, c'est arrivé qu'une Société Générale, par exemple, qu'on a fait... avant de savoir qu'on ne pouvait rien prendre dedans, on est sorti avec, je ne sais pas moi, 5 bâtons. Du coup, l'après-midi, on a fait un crédit lyonnais où on a pris 60 millions, tu vois, pour rattraper le coup du matin. Mais ça pouvait varier suivant le nombre de distributeurs. Et si les distributeurs étaient pleins. Alors, s'il y avait un distributeur que tu arrivais à le faire, tu arrivais toujours, c'était minimum 15 ou 20 bâtons. Ouais. Minimum. Ça pouvait monter avec un distributeur jusqu'à 50 à peu près. Plus tu rajoutais l'argent des caisses et des coffres de la banque. Après, 4 distributeurs, tu dépassais le million de francs. Jamais de coup de chaud, jamais de coup de flip, comment ça? Parce que là, on a l'impression que c'est un peu vous allez au marché. Mais justement, on a eu la chance de jamais avoir vraiment de coups de chaud. On a eu des coups de chaud, des coups d'adrénaline, dans le sens où, par exemple, sur une banque à 2 distributeurs, 45 minutes d'attente. Donc, on fait déclencher les deux temporisations au même moment, à 1 minute d'intervalle. Et le problème, c'est que ce jour-là, le chef caissier, au bout de 45 minutes, tu réceptionnes quand même 20-30 personnes dans la banque. Au bout de 45 minutes, il nous ouvre le premier distributeur, il est plein. Et quand il veut rouvrir le deuxième, la clé du premier distributeur, elle est dans la porte du coffre-fort arrière. Elle est reliée par un anneau serti qui ne s'ouvre pas, où il y a la clé du deuxième. Et il n'arrive pas à ressortir la clé. Et il panique. Il essaie de tendre la clé, il n'arrive pas. Et finalement, la temporisation, elle passe sur le deuxième. Et ce qui fait que... Oui, vous avez perdu 45 minutes. On ne peut pas ouvrir le deuxième. C'était mort. Et moi, j'appelle le directeur, parce que ça, c'est le chef caissier qui me fait ça. J'appelle le directeur, j'y vais vite, il y a un problème. Et le directeur, il a compris de suite le système. Parce que le caissier, il paniquait. Et il essayait d'enlever sa clé avec la porte ouverte du coffre. En vérité, il fallait la refermer, fermer et sortir la clé. Porte ouverte, la clé ne sortait pas de la porte du coffre. Donc le directeur, il a refermé, mais quand il se tourne vers l'autre, il dit « je ne peux plus l'ouvrir ». Bon, peut-être il nous a fait un coup de vis, hein, parce que j'ai toujours douté, moi, des temporisations, si elles existaient vraiment ou pas. Ou alors si elles étaient mythos. Si c'était un truc bidon, il nous faisait attendre exprès pour voir si on allait partir ou pas. Et vu qu'on avait pris à peu près 25 personnes pendant 45 minutes, avec mes 2 amis, on dit oh, celui-là, il est plein, le deuxième aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On retente le coup. Et on retente une deuxième fois. 1h30 dans la banque. On fait 1h30 dans la banque. Vous étiez 200 dans la banque. Non, pas 200, mais il est rentré encore 30 personnes de plus. Ah, si, on ne savait plus où les mettre. Une botte de nuit. Mais là, je peux te dire qu'en vérité, on transpirait. Hein. Ça coulait, hein, le truc. Ouais. Ça, tendre l'oreille pour voir si ça... Et quand on est sorti, au bout d'1h30, on n'était pas tranquille. Hein. On était aux aguets, on s'attendait à avoir un... On ne sait jamais si une alarme était silencieuse, c'était un truc déclenché. On ne sait pas, ça, tu ne le sais jamais. C'est la surprise quand tu sors, quoi, à chaque fois. Sinon, à part des coups d'adrénaline, on a une fois les convoyeurs de fond qui sont arrivés. Et au moment où tu sors. Mais alors, ils ne nous ont pas vus. On les a croisés dans le sas. Là, on n'était que 2. Ouais. Moi, j'étais resté en haut et mon ami faisait les coffres. Et moi, je tournais le dos à la vitre, à la baie vitrée. Donc tu les as pas je m'occupais des clients et des employés. Et des gens qui rentraient dans le sas. Mais je ne regardais pas la vitre. Et le fourgon blindé, c'était garé devant. Et il y avait un convoyeur qui était descendu. Il était devant avec le fusil à pompe. Et les 2, ils rentraient dans le sas. Et mon ami, il remonte dans la salle des coffres. Et il me regarde, il me fait « Oh !» Comme ça, je tourne, je vois les 2 convoyeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a le directeur avec nous. Et les convoyeurs, ils sont dans le sas. Hein. On leur ouvre la porte. « Bonjour, monsieur, allez-y. » Comme si on était les clients, on allait ressortir avec le directeur. Les mecs, ils sont passés devant nous. Ils avaient une sacoche. Il n'y avait pas de transport de fonds. On aurait dit plutôt des documents. Tu vois. Des papiers, Ils sont rentrés, tous les 2. Peut-être ils venaient chercher. Ça, on n'a jamais su. Ils sont entrés. On s'est enfermé dans le sas et on a sonné pour sortir la deuxième, tu vois. On a sorti parce qu'on avait le directeur. Je vais te le dire, sinon... pourvu. Parce que le directeur, il a dit, vous ouvrez. Hein. Il avait dit à ses employés. Vous déconnez pas, vous ne me faites pas le coup de me bloquer en attendant. Parce que là, on était dans le sas. Les convoyeurs dans la banque armée et nous dans le sas. Mais en plus, quand tu es fermé dedans, ils ont flippé parce qu'on avait le directeur avec nous, donc ils ont ouvert sur la rue. Ouais.
On est sorti dans la rue avec le directeur, on a regardé le convoyeur, il était juste à côté avec son fusil à pompe, mais il ne le regardait pas, il regardait les gens dans la rue, tu vois, qui arrivaient. Ouais, bon, flipper de On a fait braquer. 10 mètres sur le côté, on a franchi un angle de rue, il y avait un portail ouvert, on est rentré avec le directeur, on l'a accroché avec une menotte à la rampe d'escalier, on est ressorti. Et ce jour-là, par hasard, on l'avait fait en voiture parce qu'on n'avait pas trouvé de station de métro assez proche de cette banque. Donc on est parti, on est rentré. Ben, ça a été les deux seuls coups de chaud sur cette période-là des années 89-90. Après, prison. Après, bon, un jour, j'ai fait l'erreur de ma vie, un braquage à Marseille. J'ai braqué le musée de la Vieille Charité pour voler 3 Picasso. Ça, Parce c'est que- pas bien. Les œuvres d'art, c'est pas bien. Ah, Patrimoine mais mondial. le coup était donné. Et en plus, j'avais un client. C'était sur commande, tu vois. Alors, Oui, oui, bah oui, parce que sinon, c'est j'avais eu- invendable. On va quand même tout de suite j'avais le dire. eu- Les voilà. vols d'œuvres d'art, c'est généralement, Voilà. ça ne sert à rien de J'avais les eu le faire. catalogue C'est à l'avance. invendable. J'avais eu le catalogue. Je l'avais donné à ce client potentiel. Il avait choisi ces 3-là. Il m'a dit, moi, je prends ces 3-là. Vous voulez sur une déco. Voilà. Donc, on a fait le braco tout simple. Hein. J'ai cherché pendant quelques jours comment le faire. Parce que pendant l'exposition, c'était impossible. C'était trop surveillé. Il y avait trop de Mais au monde. démontage de l'exposition, c'était possible. Et comme j'avais une petite complicité, pour rentrer par la porte de secours de la réserve, ce jour-là, on est rentré par là à 7 h du matin, pendant qu'il démontait l'exposition. Je suis rentré dans la réserve avec mon complice qui me suivait. J'ai braqué le mec il était en train de remettre les tableaux dans les caisses capitonnées, tu vois. J'avais le numéro de la caisse qui correspondait. Moi, je l'ai braqué, je l'ai attaché. Mon ami cherchait la caisse. On a récupéré la caisse. Quand on a vu la grandeur de la caisse pour 3 tableaux, elle faisait 100 kilos. Il y avait un Ah capitonnage bah oui, puis c'est énorme. monstrueux. Ouais. Elle rentrait pas dans la voiture. On était obligé. On n'avait pas prévu une voiture assez grande. Ah ouais, là, c'était pas. Ouais. Je te dis, c'était le folklore à Marseille. On a ouvert le coffre, on a rentré la caisse en travers, elle dépassait de ça derrière, attachée avec une sangle. Et un petit chiffon. Et on a traversé tout Marseille comme ça à 7 h 30 le matin, Discret. jusqu'à la planque, dans Discret. un box. Bien sûr, l'alerte, elle a été 1 heure après, tu vois. Ouais. Mais bon, on était rentré. Et l'article du journal, spectaculaire hold-up au musée de la Vieille Charité, 3 Picasso d'une valeur inestimable disparaissent, 2 hommes de type gitan. Je sais pas pourquoi ils ont. Ouais, voilà. ouais. En plus, 3 Picasso, mais dans l'article, tu disais 6 tableaux ont disparu. Non, on en a pris 3. Les 3 autres, je ne sais Les pas trois qui autres, c'est. c'est le gardien qui s'est tiré avec. Donc, mais l'acheteur potentiel, quand il a vu l'ampleur de l'affaire, il s'est déballonné. Ouais, il vous Il a a dit, laissé moi, les tableaux. Ouais, ouais. Il dit, moi, je croyais que c'était juste un cambriolage, un simple vol comme ça, mais là, c'est un braquage à main armée. Ouais, bah, je ça les ne changeait prends pas pas. grand-chose, de toute façon. Ouais. Je ne les prends pas, il m'a dit. Je dis, bon, tu ne les prends pas, on les garde. Et on les a stockés dans une planque. Et 4-5 mois après, l'occasion s'est présentée d'un truc j'ai essayé de les fourguer. On m'a présenté un potentiel acheteur, un intermédiaire, qui en vérité a balancé aux flics et nous a présenté son acheteur qui était un flic de la BRB, Ah oui, d'accord. section des œuvres d'art. Ouais, au revoir. Donc, ce jour-là, je suis arrivé les mains vides, moi, bien sûr. Discussion, on a négocié les tableaux, mais ils m'ont pas identifié parce que j'étais recherché sous un faux nom. J'étais sous un faux nom. Ils ont mis quelques jours à me localiser. Ouais. À me localiser. Et au bout de 3 semaines, ils en ont déduit. Ils ont dit, ce mec, il a un train de vie hors norme. Ça doit être... On sait qu'il est corse. Ça sent le voyou. Et il dit, ça doit être un braqueur en cavale. Ouais. Et au bout de 3 semaines, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ça faisait déjà 1 mois qu'on avait braqué une série de banques à Paris. On est remonté pour faire une 2e série. Et là, il y a toute la BRI qui nous a suivis jusqu'à Paris. Donc, ils nous ont laissé faire la première. On a tapé à 3 et on devait taper à 4 le lendemain. Il y en avait un qui arrivait à 1 h l'après-midi. On a tapé à 3 le matin, on a bien pris. En plus, on avait pris une 30aine de bâtons, vite fait. On va pour manger dans une brasserie vers la porte d'Italie. Et c'est là quand on allait manger, ils ont déclenché l'arrestation, la BRI. Ils nous ont sauté dessus de tous les côtés. On n'a même pas le temps de manger. On a juste passé la commande. C'est là, au moment de l'arrestation, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Parce que moi, j'étais sous un faux nom, un faux prénom. Tout le monde m'appelait Paul. Depuis 2 ans que j'étais en cavale, tout le monde m'appelait Paul. Et là, il y a un flic, quand ils nous ont immobilisés tous les 3, menottés, après avoir tous sauté, là, il y en a un qui a dit « Lequel c'est Paul ?» Là, j'ai dit, ça fait titre, là, j'ai dit, pourquoi il demande ça, lui? J'étais sûr que le matin, parce qu'au début, je pense qu'on a fait une erreur le matin, qu'on a été suivi depuis la Oui, banque. tu ne penses pas que c'est Je un pense vieux pas que truc. ça Ouais, remonte ouais, à que c'est l'heure. pas un truc Et il y a un flic qui me désigne du doigt, il dit, c'est lui, Paul. Il dit, bon, on emmène les 2 autres, lui, on le garde. Aïe. Ouais. C'est bizarre, ça. Il me dit, bon, Paul, tu sais où on va? Je dis, non. Il me dit, bah, à la planque. Je dis, quelle planque? J'arrive tout droit d'Ajaccio, je leur ai dit. Oh, putain, ouais, la Il me planque dit, à- qu'est Ajaccio? Il me dit, en ce moment, on perquisitionne chez toi à Marseille. Aïe. Il me dit, là, on va à la planque dans la rue derrière, là. Je dis, oh, putain, il y avait tout dans la planque. Il y avait l'argent de la banque qu'on venait. Il y avait même les cassettes vidéo qu'on avait pris de la banque. Les calibres, il y avait la totale, les postiches, il y avait tout. Bon, on va à la planque, ils trouvent tout.
On arrive au siège, ils nous repassent la BRI, c'est les arrestations, après ils te repassent à la BRB. Ouais, après, ils t'envoient au service d'enquête, quoi. Voilà. Et je suis avec 5 flics dans le bureau de la BRB, là, au 36, au quai des Orfèvres, là-bas. Et il y a 2 flics, 2 mecs qui rentrent dans le bureau. Il dit, vous pouvez nous laisser seuls avec lui? Moi, je me suis dit, putain, ils veulent me dérouiller sans témoin, ces enfoirés, tu vois. Je dis, qu'est-ce que c'est cette embrouille? Et le flic, et je vois qu'il m'appelle toujours par mon faux nom, parce qu'ils ne m'ont jamais identifié en vérité. Il me dit, bon, Paul, pas de machine à écrire, pas de déposition, non, on veut négocier avec toi. Je fais négocier quoi? Je suis pris en flaque de braquage. Il me dit, ouais, mais nous, on s'en fout. Il me dit, Picasso, ça te dit quelque chose? Moi, je dis, ouais, c'est un peintre. Il me dit, attends, on va t'expliquer. Il est venu avec un dossier photo, rendez-vous, Ouais, bon, t'étais mort, tous les trucs. Je dis, bon. Ils sont là. Il me dit, bon, non, j'ai dit, non, j'ai nié, moi. J'ai battu le coup jusqu'au bout. Je dis, ouais, il me dit, tu es le vendeur, tu as braqué le musée. Non, moi, j'ai rien fait du tout, j'ai rien braqué, c'est pas moi, vous trompez. Une erreur judiciaire. Au bout de 2 heures de discussion bidon comme ça, ils ont dit, bon, tu veux rien nous dire, on te repasse à nos collègues, on reviendra te voir plus tard. Ils m'ont repassé à l'autre service qui enquêtait sur les bracos, qui, eux, nous cavalaient derrière depuis 2 ans, qu'on braquait sur Paris, tu vois. Ouais. Donc, ils nous ont... On n'a pas dit un mot, on a le flag. Le flagrant délit avec les armes, l'argent, les cassettes vidéo. On dit, bon, voilà, c'est nous, on s'expliquera devant le juge. Ouais. Le reste, on n'a rien à voir. On a fait 3 piges d'instruction. Les flics de la section des œuvres d'art sont remontés me voir pendant 6 mois, toutes les semaines. Ils passaient me voir pour négocier les tableaux. Moi, j'ai toujours dit que ce n'était pas moi. Ouais, que tu les avais pas. Et seulement au bout de 2 ans de placard, je les ai fait ressortir par des amis, les tableaux. Et ceux-là, ils ont été repris parce qu'ils sont retombés sur un indique. Ah merde, Et ils ont été pris, mais seulement les gens, je ne les connaissais pas, moi. Mes amis les avaient passés à d'autres gens, qui nous ont passés à d'autres gens. Au final, c'est tombé sur un mec qui a traité avec l'assurance pour toucher la récompense. Et ils les ont récupérés sur un mec que je ne savais même pas qui c'était. Ils lui ont montré ma photo, le mec, il a dit, je ne le connais pas. Il s'est pris 3 ans pour recel. Puis ils ont abandonné l'affaire, tu vois. Ils s'en foutaient. D'ailleurs, ils ne voulaient même pas me faire payer le coup. Hein. Ils voulaient surtout la restitution. Il m'a dit, tu nous les fais mettre dans le coffre d'une voiture et tu nous fais téléphoner. Puis on s'en fout, nous, tu ne payeras jamais le coup, on s'en fout. On veut les tableaux parce que ça appartient à l'État. Ah oui, et puis c'est un patrimoine culturel mondial. Voilà. Quand ils ont récupéré, ils ont été contents. Moi, je suis resté 3 piges en préventive à la santé. Ils nous avaient inculpés pour 45 banques à peu près, d'après la synthèse policière. Et puis au bout de 3 ans, il nous en restait 6. On a eu ça avait diminué. Des non-lieux. Ils nous ont renvoyés aux assises pour 6 braquages. Moi, j'ai pris 8 ans. C'est moi la plus grosse peine. Plus les 4 d'avant? Non, confusionné. À l'époque, c'était l'ancienne loi, 93. Oui, confusionné d'office avec la plus grosse peine. Une peine correctionnelle et une peine d'assises confusionnée d'office. Ouais. Mon ami derrière moi, 6 ans, 4 ans et 2 acquittés. Ouais. Plutôt bien sorti, on va dire que c'était pas moral, très moral. Sorti 1 an après le procès, pratiquement. Ah ouais. Même pas 15 mois après le procès, j'ai été remis en liberté, fin de peine. Et même pas de condi, rien. Sans conditionnel, rien du tout. Enfin, un petit aménagement de 2 mois de semi-liberté, qui compte comme si c'était du ferme, tu vois, à Borgo, en plus. À la prison de Borgo. Avec je n'ai jamais vu la prison. J'avais une semi-liberté où je rentrais de 9h du matin à 18h, une fois tous les 15 jours. Donc après, c'est la lite. Alors, là, tu ressors au bout d'1 an. Je ressors au bout de... rapide, je suis resté 15 mois dehors. Mais 15 mois, je n'ai pas chômé. Hein. C'est simple, je vais te dire, je suis sorti de... J'ai signé la levée d'écrou le 17 décembre 1994. 15 jours après, j'étais en Hollande pour attaquer une banque. Avec le plan anti-hold-up, l'hélicoptère qui nous poursuivait et tout. Mais tu t'es pas dit, parce que c'est toujours ce qu'on se dit, on se dit, bon, tu as fait 50 banques, tu es passé à travers, tu tapes quand même une peine, ça va, légère, on va dire, clémente. Ouais. Tu te dis pas, là, t'as quel âge? J'ai 35 balais. 35. Voilà. 34 ans, 94, voilà, t'es de 60. Tu t'es pas dit, bon, peut-être pas trop tiré sur la corde. Pendant les 4 ans que j'ai fait 4 ans et demi de placard. Allons vendre des glaces à Porto Vecchio. Non, 4 ans et demi, il n'y a rien qui est fait pour la réinsertion au placard. Ouais. Rien. En plus, ils m'ont fait faire la truc en DPS, interdiction de travailler, interdiction de là. Détenu particulièrement signalé. Voilà. Ouais. Avec toutes les interdictions possibles. Donc, tu n'as pas de réinsertion. Si tu fais... Je crois que pendant les 3 ans, j'ai fait une formation informatique de 3 semaines. Oui, bon. Quand tu fais une formation informatique, en prison, elle est obsolète depuis 20 ans, quand tu sors dehors. Oui. Hein. Déjà, l'ordinateur, il est plus vendu depuis 20 ans, il n'est plus vendu, l'ordinateur. Donc, tu n'as pas de réinsertion. Moi, toute la peine de prison, j'ai pensé qu'à récidiver. Hein. En plus, tu fais des rencontres. Je vais te dire, c'est l'école du crime. Tu fais des rencontres. Et c'est là que j'ai rencontré pas mal de bons mecs, tu vois, avec qui je me suis associé. Pour la sortie? À ma sortie, dès que je suis sorti. Ouais. Eux, ils étaient sortis aussi, tu as dit, allez, on va remonter une équipe. En plus, il y en avait même qui étaient en cavale déjà.
qui Ah, était sorti avant moi, mais ça avait foiré, ils étaient en cavale. Ils étaient déjà en recherchés. cavale. Ah ouais, ouais. Il était en cavale quand je suis sorti. J'ai dit, peut-être, quand j'ai vu à la télé, parce que son affaire était passée à la télé 6 mois avant ma sortie, je dis, lui, je le retrouve plus jamais, avec sa cavale, comme elle est brûlante. Ouais, il est Il chaud. va disparaître. Puis finalement, je l'ai retrouvé le mois de ma sortie. On avait prévu un code de contact, tu vois. Entre-temps, avant que je le retrouve, j'avais un pote à moi qui était d'accord pour remonter au Braco dès la sortie. Donc on est remontés tous les deux en Hollande. Ça s'est mal passé. Hein. Et c'est là, les hélicos, les machins. Les hélicoptères derrière. On est redescendu sur Bruxelles. On dit, on part en couille, parce qu'on s'est dit, sans logistique, sans truc, sans voiture, autant aller sonner à la porte de la prison cette fois. Ouais. Du coup, on s'est rabattu sur Paris. Vous avez repris le classique. Repris, voilà. Le classique. Mais bon, on est arrivé à Paris, on était... moi, je sortais de prison, lui, il sortait de prison aussi. On n'avait plus rien. Hein. Il fallait redémarrer. Ouais. Il fallait redémarrer à zéro. Donc, on a tapé 2 banques dans la foulée. On n'a pas pris une fortune, mais on s'est pris 20 bâtons chacun. C'était bien, ça permet de se réinstaller, de revoir venir un peu. De revoir un peu, toi, de se rééquiper pour tout. Et là, j'ai retrouvé mon pote qui était en cavale. Donc, on s'est remis de suite à taper tous les deux. Bon, lui, il était recherché, puis sa recherche, elle était vraiment... C'était brûlant, ouais. Il avait sa photo dans tous les commissariats de France. Ouais, pas bon. Braco en Allemagne, prise d'otage de douaniers sur la route, ennemi public. Hein. Quand ils l'ont arrêté, d'ailleurs, le communiqué de la BRB, c'était l'an dernier, en 94, nous avons eu François Besse, cette année, nous avons eu Thierry Chadby. C'était le communiqué de la BRB sur les journaux. Là, c'était pas bon. Ouais. Donc, on a fait 4-5 mois ensemble. On a fait quelques belles affaires ensemble, très belles. Braquage de lingots, tout un tas de trucs, toi. Vous avez coffré un peu. On avait bien... Et puis lui se fait arrêter, parce qu'il était vraiment... Sa cavale était vraiment très chaude, tu vois. Ils se sont mis à enquêter sur les complices éventuels et ils ont mis 1 an de plus pour me remonter à moi. Lui était en prison, je me suis rééquipé avec les autres Corses. Ils sont revenus avec moi. Hein. Ils venaient de ressortir de prison de Haute-Savoie. On s'est remis de suite à retaper ensemble. On a attaqué en Bretagne, en Savoie, en Haute-Savoie. On a braqué de partout. C'était la fin du braquage. Voilà. Et il y a eu un truc bizarre. C'est qu'on s'est retrouvés avec... alors là, ils avaient réussi à me remonter à moi. Et c'était 95. L'époque où le gouvernement négociait avec le FLNC. Et du fait de mon passé, quand ils m'ont identifié, eh ben, ils n'ont pas voulu m'arrêter. Ils nous ont laissé faire. On les a eus sur le dos depuis le mois d'octobre 95 et ils nous ont arrêtés qu'en mars 96. Ils ont cru que vous tapiez pour le FLNC, que vous braquiez pour voilà, et comme pour il y la avait cause, des quoi. négociations, à l'époque, il y avait la conférence de presse de Tralonc, où il y avait 500 militants cagoulés. Ils négociaient avec Debré, avec toi. Et ils se sont dit, on ne va pas foutre en l'air la négociation. Les gendarmes de la BR, là, ils disent, si on les arrête, d'autres militants FLNC et tout, ils ont fait un truc dans leur tête, alors que c'était faux, on braquait que pour nous. J'avais quitté le mouvement depuis très longtemps et tout. Ben, ils nous ont pas arrêtés, ils nous ont laissé faire. Alors imagine le coup, si on avait fait et que ça aurait dégénéré sur une banque. S'il y avait eu un problème. S'il y avait eu un problème, parce que ça peut arriver. Hein, les flics qui t'attendent dehors, une autre équipe qui savent pas. Fusillade, des morts, des trucs. Et eux qui savaient tout depuis le départ. C'était risqué, là. Ils nous ont laissé faire les banques en octobre, en novembre, en décembre. En janvier, on est parti sur d'autres affaires qui ne se sont pas faites, mais où on les avait dessus. Mais comme, à la limite, là, à partir du moment, au bout de 3-4 mois, ils se sont rendus compte qu'en vérité, je braquais pour moi et pas pour le FLNC. Ils ont dit, la prochaine, on les tape. Mais les deux suivantes, janvier, février, ça a été que des repérages qui n'ont pas abouti sur des autres affaires. Hein. Braquage de train, braquage de centre fort. Ça n'a pas abouti. Donc, ils ont dit, on ne va pas l'élever pour assurer de malfaiteur. On attend qu'il y ait vraiment le flag. Ouais, qu'ils en fassent une. Et puis on va la faire. En mars 96, avec 2 autres, pas de chance pour eux, parce que ces deux-là, c'était la première fois qu'ils venaient rebraquer avec moi. Alors que moi, j'étais grillé avec mes autres amis, mais pas avec eux. Eux, c'est leur premier braco. Ils nous font le flag dessus. Et là, je repars au placard. Mais là, je me trouve embrigadé. Je me retrouve avec des juges de partout en France pour des affaires qui me tombaient de tous les côtés. Je me retrouve avec 5 cours d'assises à passer. Je me retrouve à la fin, au bout de 3-4 ans, avec des cumuls des assises en Bretagne, en Savoie, à Strasbourg, à Digne, à Aix. Tu as fait le tour de France des cours d'assises. Aucun juge ne vous laisse dessaisir. Et je me retrouve avec des peines cumulées, parce que les lois avaient changé, donc il n'y avait plus de confusion de peine. Je me retrouve avec des... Au final, je me suis retrouvé, au bout de 5 cours d'assises et une correctionnelle, je me suis retrouvé avec 52 ans.
J'étais rentré en 96, ma date de sortie, c'était 2048. Tu as du mal à le sentir, là. Ouais. Pour moi, j'allais en ligne droite avec une compression à 30 ans, parce que j'étais en récidive légale. Ouais. Et puis au final, la dernière cour d'assises, on a fait un coup de poker monumental à Strasbourg. Ils ont tout On avait confusionné. 15 jours de procès pour des bracos en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse et à Strasbourg. Et le procès, il durait 15 jours. 15 jours d'assises, matin et après-midi. Et au bout de la première semaine, on a senti que les jurés ils basculaient un peu de notre côté. Ils étaient plus compatissants, tu vois. On Les sentait qu'il y avait braqueurs quelque chose. corses. Voilà, Une braqueurs, sympathie. sans violence. Ouais, tu ouais. vois, Ouais, il faut rappeler qu'il n'y a jamais eu de violence Voilà. sur le braquage. Donc voilà. les jurés, ils se sont dit, tu vois, et puis on a dit, nous-mêmes, on a discuté entre nous, nous trois, on tente la confusion de peine à la barre. Ça passe ou ça casse. Si on attend et qu'on ne la demande pas, on aura 30 ans en chambre d'accusation. Si on la demande et qu'il nous la refuse, on sera bloqué à 30 ans ou à 20 ans. S'il accepte, on a tout à gagner. Peut-être ils nous la feront partielle. Puis là, on est total. Le Je suis loto. passé dans la journée 52 ans à 12. Le loto, là, tu as dû bien dormir le soir. C'est comme s'il m'avait annoncé ma libération quand j'ai eu le Ouais, verdict. ouais, j'imagine. Donc, et puis, là, on a abandonné toute idée d'évasion, parce que on pensait qu'à s'évader, en vérité, avec des cumuls de peine Oui, comme avec ça. 52 ans, tu te dis bon. Tu penses qu'à ça. Même 30 ans, tu penses qu'à Ouais, ça. ouais. On a dit, c'est bon, on attend la sortie, hein, il nous reste 3 ans. Et ce qui s'est passé, c'était le dernier procès en 2000, je suis sorti en 2003. Donc tu sors en 2003. Je sors en août 2003. En août 2003, un de mes amis, André, Bah, qu'on a André connu, Guérini, qui malheureusement est qui a décédé été, aujourd'hui, qui a ouais. été tué en 2024. qui a été assassiné l'été dernier, là. Voilà. À l'époque, on est en 2004. En 2003, André me présente Charlot Fioconi. Laurent Fioconi. Laurent Fioconi, surnommé Charlot. On va le dire, celui qui nous a présenté il y a 20 ans. Voilà, qui nous a présenté, nous deux, il y a 20 ans. Voilà. Charlot, il revenait de prison des États-Unis, où il venait de purger encore 15 ans, après avoir vécu pendant 14 ou 15 ans en cavale dans la jungle. Voilà, je fais une petite parenthèse. Alors, Laurent Fioconi, dit Charlot, il avait été condamné pendant la fameuse French Connection, il était parti aux États-Unis. Aux États-Unis, il s'était évadé du pénitencier de New York, il avait atterri en Colombie, il s'était évadé plusieurs fois, il s'était évadé 2 fois de Colombie, il était devenu chimiste du cartel de Medellín et de Pablo Escobar. Voilà, bon, en gros de Pablo Escobar. C'était le patron des laboratoires du cartel de Pablo Escobar. Donc Après, il avait eu un parcours. Je crois au bout de 14 ans, il a été repris. Ouais, 14 ans de cavale dans la jungle colombienne, Brésil, Bolivie. Il a fini de purger la peine de 25 ans qu'il avait pris aux États-Unis pour la French Connection. Donc il a été, Caprice des temps, tout ce il a volet-là. été au pénitencier de haute sécurité de Terre Haute dans l'Indiana et il revient en Corse en 2000. Il revient en Corse, il fait la connaissance d'André. Moi, je suis toujours en prison, mais quand je sors en 2003, André me le présente. Ils sont très amis. Je deviens ami avec Charlot. Puis tous les trois, on décide de s'associer avec un quatrième qui m'ont présenté eux aussi. Bob, qui viendra sans doute un jour raconter cette histoire. Et on décide de monter un business de cigarettes, de conteneurs de cigarettes qui sont détournés, qui sortent de l'usine et qui sont détournés de leur destination finale, Dubaï, ou trucs, qui sont revendus au marché noir. Vous, c'est pour l'Angleterre. Ou pour l'Angleterre, ou même pour Marseille, un peu partout. Toi, mais bon, c'est de la contrebande. C'est de la contrebande. Oui, on n'est pas. Ça permet de gagner beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup plus tranquille que les bracos. C'est juste de la contrebande. Donc, on monte tout le système des sociétés fictives d'import-export, de trucs comme ça, on monte tout ça. Mais comme on a Charlot parmi nous, et Charlot, il est dans le viseur des stupes, il est connu mondialement. Il est radioactif. On considère à l'époque, l'Office des stupes considère que c'est le mec qui a le plus gros carnet d'adresses en Amérique du Sud. Donc, en gros, que tout le monde va venir le voir pour lui dire « t'as pas un plan avec les Indiens là-bas pour nous envoyer de la marchandise ». Donc, on est tous les quatre, et automatiquement, avec Charlot, on est les flics dessus. Même pour le business de cigarettes. Mais eux, les flics, pensent que le business de cigarettes, c'est bidon. Eux, ils disent, ça, c'est une couverture, et en vérité, ils vont faire la coque dans les conteneurs. Et on a un coup de guigne, alors monumental, c'est qu'un de nos fournisseurs de cigarettes, il nous pirate une société d'import-export qu'on a créée, et il farcit un conteneur avec 323 kilos de coke. Qu'on va évidemment vous attribuer, qui sont saisis dans le port de Nice. Qui arrivent à Marseille, qui sont saisis, qui sont transportés jusqu'à Nice par un camion, mais sous surveillance de l'Office des stupes et des douanes. Oui, qui suit le truc pour voir qui va le récupérer. Voilà. Nous, on n'a rien à voir dans l'histoire du conteneur. Nous, sauf que le conteneur, il a transité par une société à nous. Donc Charlot, toi, Charlot, Bob, moi Dédé. Charlot son passé, moi le mien. Ouais.
Puis Les deux. Quand même, André et Bob aussi. André et Bob, ils ont un petit passé quand même, qui est important aussi. Ah bah Bob, on va aller à 66 Voilà. millions d'euros Ouais, d'amende douanière pour pour une cigarette. 900 tonnes de Marlboro dans le port Voilà. de Marseille. Donc il avait un passé aussi, Bob. Voilà, donc on a tous un petit palmarès Ouais. qui est adoré par les gens des. Oui, par les services Voilà, de par les services police de et la police. justice, oui, évidemment. En vérité, ce camion, avec ce transport qui arrive, le conteneur, il est transporté à Nice. À Nice, des mecs viennent le chercher, ouvrent le conteneur, ils viennent avec une camionnette, ils chargent, ils sont prêts en flag. Des Anglais. On ne sait pas qui c'est. Ils leur sautent dessus, ils ont 323 kilos en ballots dans les mains. Ils sont en train de les transvaser dans leur camion. Ils les arrêtent. Et la même nuit, ils nous arrêtent, nous. Alors moi à Marseille, Charlot en Corse, André en Corse, Bob, je ne sais pas où il était, à Cannes ou à Paris. Je ne sais pas, ils nous arrêtent. Et ils nous mettent, nous, commanditaires. Et on part au placard. On part au placard. Et on se retrouve à attendre et attendre. 3 mois après, 4 mois après, les Anglais ils sont pris en flag avec des ballots de coke. Eux, ils sortent. Eux, ils sortent. Mais nous, on reste en prison pendant 2 ans. Enfin, tu t'es rangé des voitures. Ouais, rangé maintenant, aujourd'hui, oui, totalement rangé depuis 7 ans. Ouais. Bien qu'entre-temps, il y a quelques années, il y a maintenant plus de 15 ans de ça. Une dernière affaire qui m'est tombée dessus, après qu'on soit sorti avec Charlot de cette histoire de coke. 2 ou 3 ans après, on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais dû, qui nous ont emboucané notre vie dans un trafic de coke avec l'Espagne. Et je me suis remangé 6 ans de prison et André 4 ans. Il s'était repris 4 ans pour rien, dans un procès totalement balourd devant le GIRS de Marseille, où on nous a mis commanditaire d'une supposée transaction qui aurait eu lieu à Madrid. Aucun tenant, aucun aboutissant. Ils n'ont jamais eu 1 gramme de drogue. Ils ont jamais eu... Il y a eu une transaction à Madrid qui se serait mal passée entre des Anglais et des Colombiens. Ils n'ont jamais identifié les Anglais, jamais les Colombiens. Il n'y a que vous qui ont identifié. Et nous, on a été mis en cause par des écoutes d'autres gens, des gens qui nous ont dénoncés. Ce qui me permet de rebondir, ces dernières 6 années d'incarcération, ça t'a permis quand même d'écrire des bouquins. On les a mis là, tes livres, Michel. Pendant ma dernière incarcération, je me suis mis à écrire. J'ai dit pourquoi pas moi, je vais essayer. J'ai des amis qui ont écrit comme Charlot. Nous, on avait fait un livre ensemble avec Charlot. Toi, tu avais fait un livre avec Charlot. J'avais d'autres amis qui ont écrit des romans, d'autres qui ont écrit des biographies. Je dis, j'ai voulu voir si j'arrivais moi aussi à en écrire un. Donc j'ai écrit le premier, Natio, du FLNC au grand banditisme. Enfin, ce n'était pas mon titre au départ, ça a été choisi par la maison d'édition. On en a parlé quand tu étais incarcéré. Mais je t'en avais parlé quand j'étais incarcéré. Et bon, le livre, il a plu, apparemment. Donc tu as enchaîné avec un sur la prison. J'ai enchaîné sur un deuxième, sur le parcours carcéral et les procès, qui a plu aussi. Et puis cette année, en 2025, enfin 2024, puisque je l'ai écrit en 2024, j'ai voulu m'essayer au roman. Là, tu es sorti en Corse, c'est un éditeur. Et voilà, dans une maison d'édition corse, du Corsine, un roman qui met en scène des Corses. De la mafia. De la mafia sicilienne, un peu, mais un pur roman. Bien sûr inspiré de quelques faits divers qui se sont réellement passés. Oui, et puis d'une certaine expérience dans ce monde-là. Voilà, et puis bon, là, on parle de choses que l'on connaît, c'est mieux. C'est ça, je vais te le dire. Donc maintenant, voilà, avec ces 3 livres, je suis recyclé dans totalement autre chose. Alors Michel, je garde mes lunettes pour ce truc. La solidarité corse, c'est un 20 mots ou c'est vrai? Solidarité corse en prison? Prison, dehors, partout. En prison et dans le monde, oui, sauf en Corse. C'est le Corse par rapport à l'extérieur. Ils sont soudés entre eux. Voilà. Et en ils Corse, n'arrêtent pas de se bouffer Corse, le on nez. s'entretue, on se déchire. Ouais. Mais ailleurs, on est soudés, quel que soit notre bord. Vous faites front contre et en l'étranger. prison, encore plus qu'ailleurs. Bon, dans la mythologie du voyou, ça existe le beau mec, t'en as croisé toi? Ouais. Comment on appelle ça? C'est les flics qui disent c'est un beau mec, c'est un beau crâne, c'est un peu le voyou de Cinoche, quoi. Dans une génération passée, oui, ça existait. Notre époque à nous, oui. Moi, je peux dire mon époque à moi aussi, parce que j'en ai 65, j'en avais 30 à l'époque. Oui, donc même les flics, ils nous appelaient des beaux mecs. D'ailleurs, quand ils nous ont arrêtés, ils nous ont dit, vous êtes des beaux mecs, c'est pour ça qu'on vous fracasse pas. Oui, belle équipe. Oui. Voilà, vous êtes des bons mecs, vous êtes... des voyous qui savent travailler, quoi. Ouais, vous êtes propres. Vous braquez, mais bon, vous êtes propres. La violence corse, imprégnée dans l'histoire de cette île, qu'est-ce que... La violence... Plus de violence en Corse qu'ailleurs? Est-ce que c'est un cliché? C'est avéré. Oui. Donc ça sert à rien C'est de le statistique. nier. Ça sert à rien de le nier. C'est les statistiques qui le démontrent. On est la région où il y a le plus de règlements de compte, la plus criminogène. C'est avéré. Maintenant, comme il dit, c'est pas, comme il dit, endémique. Ouais. Comme il a dit le ministre Non, mais il y a un effet quoi? Il y a un effet de tambour avec les bourdons dedans. C'est-à-dire que c'est petit,
le business, il n'est pas non plus Ouais, puis il y a extensible. tout, il y a- Et que les il y équipes, a le culte, il y a le culte de la vendetta, le culte des armes, ça fait beaucoup. Ouais. ça fait beaucoup. Maintenant, ça a réduit quand même. Non, mais il y a, Après, en plus, après, on te dit qu'il y a des règlements de compte en Corse, il y a beaucoup plus qu'ailleurs. Mais en vérité, ça a toujours existé en Corse. Ça a toujours. Et si tu prends les morts par balle qu'il y avait dans les années 1900, en 1920, il y avait peut-être 700 ou 800 morts par an en Corse par balle. Maintenant, il n'y en a plus que 25 ou 30. Ouais. Donc on peut dire dans un sens que ça a réduit. vous êtes Mais amélioré. c'est toujours plus élevé qu'ailleurs. Oui, mais parce que, alors, on va pas revenir pas faire des cours, mais en gros, la justice n'allait pas jusque dans les montagnes en Corse, et encore jusqu'au 19e, 20e, Voilà. et il fallait bien régler les problèmes entre soi. Voilà, mais c'était une autre époque. Maintenant c'est autre chose. La vendetta comme pratique encore courante? Non, Non. non, la vendetta est tombée. Ouais. Il y a toujours. Quand tu vois maintenant certains qui meurent dans des règlements de compte inexpliqués à l'âge de la retraite, Il y en a qu'on a vu récemment encore. il y en a qu'on a vu récemment. Tu peux te poser des questions. Est-ce que c'est des rancunes très anciennes? Ouais, est-ce que Est-ce c'est que pas c'est- des vieux trucs qui Est-ce traînent? que c'est pas ouais. des vengeances qui remontent à 20 ans ou 30 ans avec les enfants et les descendants on ne sait pas. Ouais. En vérité, on ne sait pas. Ou Ouais. alors, c'est des gens qui ont bien caché leur jeu, qui étaient toujours en activité. Alors Mais qui on l'a prétendaient pas être, vu. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais bon, le culte de la vendetta à l'ancienne, c'est mort. Hein, c'est fini depuis très longtemps. Contrôle de l'île par la mafia. On entend beaucoup ce terme de mafia corse aujourd'hui. Alors pour moi, totalement erroné. En Corse, il y a des équipes. Il y a de la criminalité organisée. Il y a des bandes qui ont réussi dans leur braco, dans leur trafic. Il y a des bandes qui ont gagné beaucoup d'argent, donc qu'ils réinvestissent et qui investissent dans la société civile, dans l'économie les légale. entreprises, Ouais. dans l'économie. C'est normal. De tout temps, tu blanchis ton argent en investissant dans le légal. Il n'y a pas besoin d'attendre aujourd'hui pour faire ça. Mais pour moi, il n'y a pas de mafia au sens propre comme en Italie. Il n'y a pas de mafia à la sicilienne qui est Ouais, échelonnée, on va expliquer le truc, c'est que pyramidale. la mafia, c'est pyramidal, c'est comme une entreprise. Si tu Voilà. dégages le PDG, c'est comme Renault, il y aura un autre PDG. Si tu peux arrêter tout le monde, Non, c'est pour ça ça- qu'on arrête les parrains depuis 50 Voilà, ans. maintenant, voilà, il n'y a pas de mafia au sens propre du terme mafia Ouais. comme à la Il y a sicilienne. du à l'italienne. parasitisme économique, Il y a du banditisme, politique. de la ouais. criminalité organisée, il y a des accointances entre politique et banditisme, certaines, dans les marchés financiers, les marchés publics, c'est sûr. Oui, il y a des activités mafieuses. Il y a des activités mafieuses, mais il n'y a pas Mais de c'est mafia. pas ça, Il y a ouais. juste des équipes Oui, de voyous. ouais. de criminels organisés, Voilà. qui s'associent au gré du temps, entre équipes. Des fois, tu vois une équipe avec une autre, je ne sais pas pourquoi. Après, ils sont avec une autre. Oui, c'est assez mouvant et mobile. Voilà, ces c'est assez équipes, mouvant et mobile. Mais c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de mafia. Il n'y a pas de vraie mafia. Toi, le nationaliste, là, vous étiez tout le temps en train de martyriser les pauvres pizzoutes en vacances, là, quand on peut le lire dans tes Les bouquins. pomatades. Et c'est quoi les tomates rouges, comme on les Non, appelait, non les pomatades, les mangeurs de tomates. Ah oui, les manches. Parce que ceux qui venaient à l'époque, mais c'est les années 80, ceux qui venaient en vacances avec leur sac à dos, Ouais. qui s'arrêtaient des fois dans les jardins faucher les tomates. Donc le surnom leur est resté pomatade. Mais en vérité, on n'a pas de... Oui, il n'y a pas de haine du Il n'y a continental. pas de haine continentale. Plus maintenant, il y a plein... Déjà, on est envahi par 5000 pinsoutes qui arrivent tous les ans, En vacances. qui arrivent et qui restent, et qui s'installent là-bas. Ah, il y a 5000 continentaux qui Il y a s'installent 5000 par an arrivants. en Corse. Ah ouais. Ce qui fait que, comme disait Yvan dans la dernière Yvan vidéo, Colonna, Yvan ouais. Colonna, dans la dernière vidéo qu'il avait fait à Arles, qui a été enregistrée quand il jouait aux échecs, on va être dilué à force. Le peuple corse va être dilué dans la masse. Parce que plus ça va, plus il y a de continentaux et moins il y a de Corses. Et puis le fait d'arriver massif de continentaux, avec plus de moyens financiers, Il s'est fait monter Que- l'immobilier, ça fait monter l'immobilier. le coût de la vie. Et du coup, les jeunes Corses, ils n'ont plus les moyens de se loger, plus les moyens d'acheter. Bon, après, c'est aussi la faute des Corses qui vendent leur terrain à des continentaux. Hein. À des pizzoutes. Voilà. Mais sinon, après, il n'y a pas de haine particulière. Hein. Regarde, Yvan Colonne, sa mère, elle était bretonne. La mienne est originaire de la région parisienne. Ouais. Ma mère, moi, il n'y a que mon père qui est Des côté demi-corses, les gars. Voilà. Non, Corse à part entière, pas demi. On va revenir à nos sujets de prédilection. C'est la dernière question. Comment tu vois l'avenir du banditisme corse? Est-ce qu'il va survivre, ce milieu corse? C'est un Alors, peu les irréductibles gaulois. Alors, c'est paradoxal parce que c'est les derniers du banditisme, milieu traditionnel alors, français, quasiment. Tu Il y en vois. a plein qui te disent ouais, le banditisme corse, on vous a tous exterminés. Maintenant, Marseille, c'est nous, Paris, c'est nous. C'est un autre milieu, soi-disant maintenant. Non, bah, c'est le milieu milieu des des quartiers. Des Milieu milieux des des quartiers, quartiers. des ouais. trucs. Mais en vérité, c'est faux. Les Corses, ils y sont toujours.
Seulement, ils sont passés dans d'autres sphères. L'immobilier, Dans ce qui rapporte. le BTP, le retraitement de déchets. L'immobilier, les marchés publics, les retraitements de déchets. Plus un truc de mafieux. Mais pourquoi ils vont aller s'entretuer pour un quartier, pour un trafic de drogue dans un quartier, pour un hall d'immeuble, les Corses? Après, Même si avant, même s'il y a 30 ans, ils fournissaient les quartiers. Oui. Les Corses. À Marseille, ils fournissaient. Ah, maintenant, c'est les quartiers qui fournissent les Corses qui vendent des stupes en Corse. Voilà. Je te garantis, tu vois les Bien affaires. sûr. C'est les mecs des quartiers nord qui vendent de travaillent la avec des dope Corses, ou qui voilà. travaillent avec eux. Mais c'est pas pour autant que le milieu corse d'avant, il a disparu. Ils sont toujours là, toujours en place, mais ils sont au-dessus. Ouais, il faut autre chose. Ils font autre chose. Ils ont qu'une raison d'aller s'entretuer pour un hall d'immeuble, hein, pour vendre, même si un hall d'immeuble, il fait 80 000 euros par jour. Hein. Ils s'entretuent pour d'autres raisons. Pour 80 000 euros par jour, autant les prendre dans le BTP ou dans les marchés publics. Hein. Surtout que ça se chiffre de suite avec des millions d'euros, ça. Je vais te le dire, on n'est plus à 80 000. Mais ils n'ont pas disparu, ils y sont toujours. Eh bien, écoute, merci. On ira les découvrir cet été, en vacances. Merci Michel, en tout cas. Ça va. De rien. C'est moi qui te remercie pour cette invitation. Alors, merci de nous avoir suivis là, dans les aventures corsoises de Michel. Et puis, on se retrouve très bientôt avec d'autres aventures malfrates souvent.